Je suis très heureux d'accueillir, comme l'année dernière, Jérôme Guillemant, qui vient intervenir dans ces conférences du lundi. Donc Jérôme va expliquer un peu à la fois son histoire et la relecture de cette histoire. Et c'est ça qui est très intéressant dans l'apport de Jérôme, c'est que il a été une personne victime, mais il nous raconte le chemin qui lui permet de se reconstruire. Voilà. Et ça, c'est aussi une porte d'entrée très importante pour nous tous. Et je le remercie 1000 fois de venir jusqu'à nous. Il a écrit un livre très intéressant, En mon cœur, mon corps meurtri, voilà, aux éditions Nouvelle Cité. Alors, il n'a qu'un exemplaire là, mais s'il y en a qui sont intéressés, on peut passer des commandes. Voilà. Donc, Jérôme, je te laisse la parole et merci encore. Bonjour à tous, merci Joël pour ton accueil, et puis merci également à tous d'être là. Comme Joël l'a expliqué, je vais parler évidemment de mon histoire, et puis je vais en donner quelques éléments théoriques pour aussi faire le penchant entre à la fois le vécu réel et puis ce que peut aussi apporter la théorie. Ouais, je sais bien, mais là pour le coup, là il est pour la salle à distance normalement. Oui. Pas de problème. Alors, je vais aborder différentes choses. Je vais d'abord aborder tout ce qui est jusqu'ici un peu mon histoire. Je vais réévoquer un certain nombre d'éléments. Et puis après, je vous donnerai quelques éléments plutôt théoriques sur le trauma, sur le traumatisme, sur les symptômes du traumatisme, sur des éléments aussi que j'ai pu glaner au fil de conférences ou d'interventions. Voilà. Et puis, il y aura également un temps de questions-réponses à la fin. Voilà, s'il y a des choses que vous avez envie de compléter dedans. Je transmettrai, donc voilà, vous n'avez pas forcément besoin, enfin, faites ce que vous voulez, mais je transmettrai comme chaque année la présentation à Joël pour ceux qui souhaiteront la voir après coup. Voilà. Notamment parce que j'ai mis quelques éléments de biblio et autres, donc voilà, si jamais ça peut en intéresser, même si je pense que ce sont des ouvrages que vous avez déjà eus par d'autres cours, mais bon, voilà. Voilà. Alors déjà, pour me situer un petit peu, situer un peu d'où je parle, moi je suis originaire de Vendée, je suis né en 1983. Je vis actuellement à Paris, je suis chrétien, engagé dans l'église. Également, j'ai été organiste longtemps, je suis aussi choriste. J'ai eu une première vie professionnelle dans un tout autre univers, hein, le monde de l'édition, production d'imprimés, le monde du luxe. Je reviendrai, pourquoi je le précise là, je reviendrai un petit peu plus loin sur les raisons dont je le précise ici. En tout cas, qu'est-ce que ça vient dire du traumatisme. Et puis voilà, j'ai fait un burn-out en 2021 avec une reconversion. J'ai publié un premier livre, donc celui qu'a montré Joël, En mon corps meurtri, en 2023. Je vais en publier un second qui sera à la rentrée. Alors, c'est pas cette couverture-là, le titre a été défini vendredi soir, donc ce sera bien le même titre qu'ici, Consentir à la vie. C'est un peu la suite, c'est voilà, aussi une dimension plutôt de réflexion autour de ma vie aujourd'hui, parce que c'est souvent des choses qu'on me pose en fin de conférence. Voilà. Et puis je reviens aussi avec un peu de recul sur le traumatisme. Voilà. Ce n'est pas la couverture définitive, mais voilà, le titre en tout cas c'est bien celui-ci. Et il sera publié en septembre prochain. Voilà. Et aujourd'hui, je suis psychopraticien, donc j'accompagne, alors pas que les personnes victimes, mais j'accompagne en tout cas en accompagnement thérapeutique majoritairement, avec plutôt une posture analytique. Je suis membre du réseau Simon, peut-être certains le connaissent, c'est un réseau qui a été créé par Véronique Margron et Isabelle Le Bourgeois, avec notamment des thérapeutes et des écoutants qui peuvent justement écouter cette parole autour des abus dans l'Église. Voilà. J'ai été membre du groupe témoin de l'INIR entre mi-23 et janvier 2026. Là aussi, on pourra y revenir si vous souhaitez parler un peu de l'INIR. Et depuis la semaine dernière, je suis... l'enseignement catholique m'a confié une mission. Alors, ils ont une mission globale qui a été lancée lundi dernier sur la qualité de la relation éducative, qui a été annoncée par Guillaume Prévost lundi dernier, qui est le secrétaire général de l'enseignement catholique. Et voilà. Et dans cette mission, il va y avoir un groupe témoin, et je vais être le coordinateur de ce groupe témoin pour piloter cette mission sur 2-3 ans. Voilà. Alors,
Déjà, je vais revenir sur mon histoire. Je vais vous donner un certain nombre d'éléments. L'idée, c'est de vous donner des éléments sur le vécu, sur la manière dont les choses se sont passées, pour vous donner un peu de matière. Et puis après, je ramènerai, comme j'ai dit tout à l'heure, quelques éléments théoriques sur cet élément-là. Voilà. Moi, j'ai été agressé sexuellement entre mes 13 ans et mes 15 ans, donc pendant à peu près 3 ans, dans 2 cadres, dans un cadre scolaire par des camarades de classe, dans l'enseignement catholique, et puis dans un cadre religieux par un prêtre qui lui est décédé en 2009 et qui était un prêtre de ma paroisse. Alors, il n'y a pas de lien, je précise qu'il n'y a pas de lien direct entre les 2 cadres, c'est-à-dire qu'effectivement, ça s'est passé alors, à moins d'1 kilomètre d'écart, puisque les 2 lieux sont très proches. Pour autant, il n'y a pas de lien direct entre le fait d'avoir été abusé dans un collège et puis le fait d'avoir été abusé dans un cadre religieux, mais ça m'a souvent interrogé sur le fait est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus à même d'être abusées ou pas, agressées ou pas. Moi, j'ai évidemment une conviction sur ce sujet, mais voilà, en tout cas, c'est une question que je pose et que je laisse aussi volontairement ouverte, voilà, parce qu'après, ça dépend aussi de l'expérience de chacun. Moi, à l'époque, alors c'est quelque chose que je vis pendant assez longtemps. Il faut imaginer qu'avec le prêtre, notamment, c'est à peu près toutes les 2 semaines pendant 3 ans, dans un cadre, voilà, et les choses se vivent, et je le vis malgré tout, même si ça se répète. Et à la fin du collège, quand je pars au lycée, ce prêtre quitte la paroisse. Les camarades de classe, en l'occurrence, vont dans un autre lycée que le mien, et en fait, tout s'arrête. Et très vite, j'oublie absolument ce que j'ai vécu. Voilà, un peu une sorte d'amnésie traumatique, hein, ce qu'on évoque de plus en plus sur les personnes qui ont pu vivre des faits de cet ordre-là. Voilà. Donc à cette époque-là, j'oublie, et puis voilà, les choses passent le temps. L'amnésie, chez moi, a duré quasiment 10 ans, un peu plus même, en tout cas entre 1998 et 2008 à peu près, de manière assez fortement. Chez moi, en fait, le traumatisme va commencer à s'exprimer par le corps. C'est vraiment la première manière qu'il va utiliser. Et puis, la première chose qui se passe, c'est qu'en 2008, voilà, j'ai une rupture amoureuse. Et puis, il y a des premiers symptômes qui vont émerger, qui vont plutôt être des troubles digestifs. C'est d'abord la première étape. Et puis, je suis déjà en suivi psychothérapeutique sans bien savoir pourquoi, si ce n'est que je suis toujours assez angoissé. Je sens bien que quelque chose ne va pas dans ma vie, mais je ne sais pas vraiment ce qui se passe et je ne sais pas du tout l'évoquer. À l'époque, je quitte. Du coup, je vis en Limousin. J'arrive à Paris en 2010 et puis voilà, je change d'emploi. Je suis toujours en psychothérapie et puis en fait, plus je travaille sur moi, plus j'ai des symptômes qui augmentent. Je vais avoir des troubles digestifs qui vont être très forts. Je vais faire de l'anorexie pendant quelques années. Je vais avoir un certain nombre de troubles obsessionnels assez forts, aussi de l'hypervigilance. L'hypervigilance, c'est d'être toujours sur le qui-vive, et notamment avec des troubles du sommeil, c'est-à-dire d'avoir un sommeil qui est vraiment assez léger. Et puis différentes pathologies. Alors, j'ai eu des problèmes aux yeux, notamment. Un vitiligo qui s'est déclenché à tous les endroits où le prêtre, en fait, me touchait. Donc, ça se voit un peu ici sur la barbe, et puis surtout sur les organes génitaux, notamment. Et puis des problématiques cardiaques aussi. Enfin, voilà, un certain nombre de problématiques de santé. Et puis, voilà, sans forcément d'explication réelle des médecins. Et puis, voilà, il n'y a que la dimension psychologique qui commence à faire le pont entre toutes ces problématiques de santé qui semblent quand même parler de quelque chose sans bien savoir pourquoi. À cette époque-là, il faut imaginer que moi, j'ai pas encore des signaux très clairs de ce que j'ai vécu. J'ai de temps en temps des flashbacks, des images, mais c'est pas très net. Donc voilà, je me pose pas trop de questions, si ce n'est que je sens qu'il y a quelque chose quand même d'enfoui, mais j'ai quand même du mal à élaborer sur ce qui se passe. Et en parallèle, j'ai un quotidien qui est assez complexe. Hein. J'ai l'impression d'être dissocié. C'est vraiment l'impression de vivre dans 2 éléments de ma vie. C'est-à-dire que à la fois j'ai l'impression d'être à côté de ma vie et à la fois j'ai l'impression de vivre des moments d'une très grande intensité. Je m'abandonne dans le travail, c'est presque une addiction, c'est un élément aussi assez fort, hein, les addictions, on y reviendra tout à l'heure dans les éléments théoriques, mais dans la dimension des conséquences de l'abus ou des agressions sexuelles, il peut y avoir des dimensions d'addiction, moi, c'est notamment dans le travail, jusqu'à l'épuisement, et en fait pour moi c'est la seule manière que j'ai de me sentir vivant. C'est-à-dire qu'en fait je travaille 80 heures par semaine, et je ne prends pas vraiment de vacances, je ne comprends même pas vraiment pourquoi les gens en prennent à cette époque-là. Et voilà. Et donc il y a vraiment quelque chose chez moi de pousser jusqu'au bout. Et puis il n'y a que dans les moments très forts d'épuisement où je me dis mais je suis quand même vivant, parce que c'est là que c'est le seul moment où je sens vraiment mon corps. Comme si finalement ce que j'avais vécu m'avait complètement dissocié de mon corps pour pas ressentir potentiellement la douleur ou la violence de ce que j'avais vécu à l'époque. Et puis évidemment je vis l'abus sous d'autres formes,
Déjà envers moi-même, je suis extrêmement exigeant envers moi-même, envers mon corps, comme je l'évoquais tout à l'heure. Et puis j'ai une hiérarchie qui est effectivement extrêmement abusive aussi, comme si j'avais besoin de reproduire ce schéma-là. Ça, c'est un élément aussi que vous pouvez retrouver chez les personnes victimes, c'est que parfois l'abus se reproduit. Soit ils deviennent eux-mêmes abuseurs, alors entendons-nous, hein, pas forcément, pas heureusement, majoritairement jamais dans un cadre d'agression sexuelle, mais en tout cas, il peut y avoir quelque chose d'assez fort là-dessus, ou à l'inverse, ils continuent d'être abusés assez fortement. Et puis j'évite évidemment toute relation sexuelle amoureuse, comme s'il y avait besoin d'un évitement en tout cas de vivre ça. Puis j'ai un burn-out en 2021 qui est assez sévère et qui vient montrer en fait qu'il y a à la fois quelque chose à l'intérieur de moi qui a besoin de s'exprimer vraiment cette fois-ci, et puis une vie que je mène et qui vient aussi masquer un inconfort, masquer aussi des problématiques de vie. Voilà, et ce burn-out va être le moment un peu charnière sur lequel je vais notamment prendre le temps d'écrire ce livre. Ce que je voulais vous partager aussi dans ces éléments, c'est de quelle manière j'ai levé ce que j'appelle le secret, parce que je reviendrai aussi tout à l'heure sur la dimension du secret et pourquoi on parle souvent d'un secret dans cette dimension-là. Ce que j'ai envie de partager, c'est la manière dont les choses se sont déroulées quand même. C'est-à-dire qu'avant 2019, il faut imaginer qu'au fil de ma thérapie, il y a des images qui arrivent sur lesquelles j'ai du mal à mettre du sens, sur lesquelles j'ai du mal à donner une chronologie, on pourrait dire, à ces images-là. Il y a des sensations aussi, et il y a quelque chose qui est de l'ordre de, comment je pourrais dire, comme s'il ne pouvait pas y avoir de contact entre les autres et moi. Il y a quelque chose de très fort, de dissocié encore à l'époque, très fort. Et puis je commence quand même à échanger avec ma psychanalyste de l'époque et puis mon médecin traitant, mais je dirais que ces échanges que j'évoque qui sont un peu cliniques, c'est-à-dire que j'ai aucune émotion dans ce que je raconte, limite je suis capable de décrire certaines scènes qui commencent à arriver, et puis il n'y a aucune émotion, c'est complètement détaché, comme si finalement je regardais quelque chose et puis moi à l'intérieur je ne vivais pas, parce que l'émotion c'est quand même ce qui nous met en mouvement, ce qui nous met en vie. Ce qui montre aussi qu'on est vivant, c'est aussi les émotions qu'on peut percevoir. Et à ce moment-là, j'en perçois aucune de ce que je raconte. Et puis il y a une obsession, je pourrais dire, entre à la fois est-ce que j'ai besoin d'en parler, le révéler, ce que j'ai vécu, ou est-ce que je le garde pour moi. Et puis il y a quelque chose vraiment de savoir qu'est-ce que j'en fais. Et à fois plus je travaille sur moi, plus à chaque fois que je vais chez mes parents, qui eux à l'époque vivent encore en Vendée, plus ça devient insupportable. C'est-à-dire que j'ai des crises de panique à chaque fois que je suis chez eux, je dors pas. Et j'ai beau être à l'époque médicamenté, j'ai aucun médicament qui arrive à calmer les crises de panique que j'ai chez eux. Et puis arrive août 2019, où je vais pour la première fois faire une retraite dans un monastère, à Solesmes en l'occurrence. Et j'y vais à la base plutôt pour me reposer. Je suis pas très loin du burn-out déjà à cette époque-là. Et voilà, l'idée est de plutôt prendre du repos, pas forcément de prier, mais bon, c'est quand même un lieu de chant grégorien. Moi, je fais du chant, je fais beaucoup de chant grégorien à l'époque, donc il y a aussi une sensibilité quand même particulière à cette musique. Et puis, dans ce monastère, le père hôtelier me demande si je souhaite éventuellement avoir un entretien avec un moine. Et puis à l'époque, je lui dis, quand j'arrive, je lui dis non, moi je viens juste pour me reposer, laissez-moi tranquille. Voilà. Et en fait, finalement, le lendemain matin, je reviens le voir et puis je lui dis finalement, si je veux bien quand même échanger avec un moine. Et puis à Solesmes, c'est le père hôtelier qui choisit le moine avec lequel on échange. Et bon, voilà. Et donc j'ai échangé en l'occurrence avec le père Patrice Mailleux, qui est plus à Solesmes en ce moment, qui est à Saint-Vandril, parce que voilà, il est passé par les États-Unis, il est revenu à Saint-Vandril depuis quelques semaines. Mais voilà. Et je ne sais pas vraiment pourquoi, on échange tous les jours. Et puis, une après-midi, on se balade dans la clôture du monastère. Et puis, je lui évoque ce que j'ai vécu. Mais je ne l'avais pas prémédité, pas préparé. Je ne sais pas vraiment pourquoi je lui en parle. Mais voilà, je lui évoque ce que j'ai vécu. Et puis, il me croit, et ça, c'est un élément important. Il va avoir peu de mots. Il va avoir une grande écoute. Il va aussi évoquer qu'il me croit, en tout cas, qu'il ne met pas en doute ce que j'évoque. Et puis... voilà, il évoque effectivement qu'il y a il estime qu'effectivement il y a des actes qui ont été, pas de problème pour dire qu'effectivement il y a tels actes qui ont été commis effectivement dans l'Église, mais il va quand même avoir une question qui va être est-ce que j'estime moi que j'ai suffisamment travaillé sur ce que j'avais vécu. Et donc je lui réponds avec beaucoup d'aplomb sur le moment que oui, j'ai travaillé suffisamment en thérapie pour être très au clair avec mon histoire et que tout va bien. Et puis lui aura juste ces mots en disant moi c'est pas ce que je perçois.
Et puis il me laissera avec ça. Il me laissera avec ça. Et puis je rentre, on est le 12 août, je rentre à Paris. Et puis je passe quelques jours chez moi, puis je retourne en famille le 15 août. Et en fait, je vais le dire à mes parents le 15 août. C'est-à-dire que j'arrive chez mes parents 3 jours après être parti du monastère. Et vraiment, j'arrive chez mes parents en me disant, bon, en fait, là, si tu ne le dis pas, tu survivras pas à cette nuit. Comme s'il y avait quelque chose qui était de l'ordre de la survie de le dire. Donc je vais l'évoquer à mes parents, sans l'avoir vraiment préparé non plus. C'est-à-dire que voilà, les mots, c'est pas forcément ce que j'ai bien anticipé. Pour autant, ils vont pas mettre en doute ma parole non plus. Je pense que voilà, ils vont beaucoup se questionner. Surtout, ce qui va être compliqué pour eux, c'est que, faut imaginer, moi, je suis originaire de Vendée, dans un milieu plutôt très religieux. J'ai beaucoup dans la famille, il y a eu beaucoup d'hommes et de femmes qui ont été dans la religion, qui ont été soit religieux, soit religieuses. Mes parents sont un peu en réaction, donc ils nous ont permis d'avoir une éducation religieuse. Pour autant, ils sont un peu éloignés de la religion. Mais en fait, le prêtre qui abusait de moi, c'était un prêtre qui était un peu hors cadre, et donc qui était très apprécié de mes parents. Et en gros, il venait quasiment tous les mois dîner à la maison. Et donc pour mes parents, c'est très dur d'imaginer que finalement, un homme d'église qu'ils appréciaient beaucoup, parce que justement, il était dans l'accueil de toutes les personnes, finalement, avait quand même abusé de moi. Parce que pour le coup, je leur dévoile l'identité du prêtre. Pour l'identité des camarades de classe, je n'en ai pas parlé. Puisqu'en l'occurrence, à l'époque, mes parents habitaient encore en Vendée, et les parents des camarades de classe, en l'occurrence, habitaient un peu autour de chez mes parents. Et j'avais vraiment pas envie que cette information circule. Donc ça, j'ai souhaité ne pas leur en parler. J'ai témoigné du coup à la SIAZ en octobre 2019. J'ai été accompagné aussi à l'époque par France Victimes. C'était un peu le processus qui était mis en place par la SIAZ. Et puis j'ai envoyé un signalement au procureur de Vendée en août 2020, qui n'a pas donné d'éléments, mais c'était un travail aussi fait avec la juriste qui m'a accompagné. C'est que moi, j'avais pas du tout le souhait d'aller vers une action quelconque judiciaire. En tout cas, j'estimais que, de mon point de vue, ça n'allait pas forcément me reconstruire. Voilà, il y en a pour qui c'est nécessaire. Moi, dans mon intime conviction, ça ne l'était pas pour moi. Mais voilà, elle a quand même évoqué le fait que si dans 10 ans, éventuellement, je découvrais qu'un des camarades de classe avait peut-être fait autre chose, ce serait peut-être compliqué à lire, à entendre pour moi. Donc, c'était peut-être bien quand même que je prévienne à minima la justice. C'est pour ça que j'ai fait un signalement. Après, problématique du signalement, c'est un peu comme les dépôts de plainte. Ils sont faits, on ne sait pas forcément ce qu'il en est fait derrière. Mais au moins, l'information a été actée. Et puis, j'ai envoyé également un signalement à l'évêque de Luçon, qui est maintenant évêque émérite de Luçon, François Jacolin, qui a été évêque de Luçon jusqu'à la fin de l'année dernière. Voilà, François Jacolin. Sur la dimension du coup de la reconnaissance, c'est quand même un élément important. Vous savez, quand on parle des commissions qu'il y a, l'INIR et la CRR, il y a reconnaissance dedans. Sur la reconnaissance, moi j'ai rencontré François Jacolin le 30 septembre 2021, donc quelques jours avant la remise du rapport de la SIAZ. À l'époque, c'était dans le cadre de l'écriture. L'idée, c'était de pouvoir partager mon histoire avec lui et puis d'évoquer un certain nombre d'éléments. Lui, il avait récupérer tout un tas d'éléments dans les archives diocésaines pour retracer un peu l'historique de ce prêtre, dans la paroisse notamment, dans le diocèse. Moi, sur le moment, le rendez-vous a été de 2h, 2h30, et puis il a parlé pendant 45 minutes, les 45 premières minutes, en me relisant un certain nombre d'éléments des archives. Alors, des courriers, notamment des courriers d'alerte du curé de la paroisse dont j'étais enfant, qui alertait, avant que je rencontre ce prêtre, qui alertait l'évêque, auquel l'évêque n'a jamais répondu. Voilà. Et qui alertait, alors pas forcément de ces problèmes-là, mais qui alertait de d'autres éléments, mais qui quand même prêtait sur le fait que ce prêtre-là devait être placé en institution assez rapidement, en institution psychiatrique notamment. Sur le moment, très clairement, j'ai eu envie de dire à l'évêque, non mais écoutez, je ne suis pas venu là pour entendre l'histoire de ce prêtre. Voilà. Et finalement, des semaines après, j'ai compris en quoi ça avait pu être très utile pour moi. Ça m'a permis... quand je dis humaniser, ça ne veut pas dire excuser, ça veut dire aussi mieux comprendre les éléments. C'est un élément que j'évoque ici, mais peut-être vous avez suivi cet élément-là, mais quand il y a eu le procès du Bataclan, il y a eu des survivants ou des personnes ou des proches de personnes victimes qui ont été interrogées, et certaines évoquaient le fait qu'elles venaient au procès pour comprendre quelle était la vie de ces terroristes pour en être arrivés là.
Et ça, évidemment, ça n'excusait pas les terroristes, c'était pour mieux comprendre qu'est-ce qui, dans leur vie, pouvait quand même les amener à... Voilà, même si ça peut être incompréhensible, mais en tout cas pour pouvoir donner un peu de sens. Moi, finalement, après coup, les éléments que m'a partagé François Jacolin ont permis de donner du sens aussi à un certain nombre d'éléments. Après, ça a eu aussi un autre effet, c'est que progressivement, ça a fait revenir beaucoup d'autres images. Parce qu'en fait, les courriers décrivaient des éléments spécifiques du bureau de ce prêtre, notamment la machine à écrire, il devait en théorie rédiger de mémoire le bulletin paroissial, il ne le faisait jamais en fait. Les tonnes de médicaments partout, il y avait des boîtes de médicaments amoncelées sur la cheminée, les cendriers, il y en avait 4 ou 5 dans le bureau, enfin voilà. Tout un tas d'éléments qui étaient décrits dans le courrier du curé qui alertaient sur l'état de ce prêtre. Et d'un coup, j'ai revu toutes ces images. Voilà. Donc ça a aidé aussi à aider, je sais pas si, enfin en tout cas après coup, j'estime que ça m'a aidé à faire revenir un certain nombre d'images de ce que j'avais vécu dans le bureau de ce prêtre. Voilà. En tout cas, cette rencontre-là a été une rencontre aussi assez marquante. Je dirais que François Jacolin a quand même été est quand même un élément assez majeur de mon parcours de reconstruction. Alors notamment pour cette étape-là, pour d'autres étapes qu'il a pu avoir, et puis sur d'autres éléments de ma vie. Dans mon second livre, je décris aussi d'autres moments d'échange qu'on a pu avoir, notamment cet été ensemble, sur d'autres sujets, plutôt ma vie affective, donc sur d'autres pans. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui a aidé aussi à mettre du sens sur un certain nombre d'éléments de ma vie. Et puis sur la dimension de reconnaissance, il y a évidemment, je suis passé aussi par l'INIR, voilà, sur lequel mon dossier a été... j'ai envoyé un dossier en mars 2022 qui a été... je ne vais pas forcément évoquer... Vous savez que les dossiers mettent un peu de temps à être pris en charge. Je ne sais pas si vous avez déjà eu Marie de Reims, si je pense, si c'est ça. Voilà, donc vous savez qu'il y a un certain temps de prise en charge et tout. Enfin, voilà. D'une certaine manière, la reconnaissance, je l'avais déjà eue par François Jacolin à l'époque. Moi, cette démarche-là, hein, je vais être transparent, était plus dans une démarche de réparation financière, aussi parce que j'étais en train de changer de vie. Le burn-out faisait que voilà, il fallait aussi que je change de vie. C'était le moment où j'écrivais, le moment où j'avais envie du coup de me former suffisamment pour pouvoir accompagner aussi les personnes en thérapie. Voilà, donc cette réparation, elle a permis ça. Après, voilà, ça m'a beaucoup questionné sur est-ce que la dimension financière répare ou pas. Voilà, je pense que c'est un vrai sujet. Bon, voilà. En tout cas, je ne suis pas certain de ça. Après, voilà, en fonction de vos questions, je pourrais éventuellement évoquer un peu plus longuement le sujet si ça intéresse. Maintenant, je vais aborder quelques éléments autour de la dimension thérapeutique. Alors, je reviendrai après sur des éléments plus généraux, mais je vais quand même vous donner quelques éléments sur lesquels je suis passé, qui peuvent aussi vous donner quelques clés. Moi, j'ai fait un parcours plutôt psychanalytique et ça m'a beaucoup aidé. Je sais que la psychanalyse est beaucoup décriée sur la dimension des violences sexuelles. Elle est souvent décriée quand c'est de la psychanalyse qui est plutôt freudienne ou lacanienne. Moi, j'ai plutôt été suivi par la psychanalyse jungienne. Donc, Jung était un psychiatre suisse. Voilà. Et moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Après, c'est pas toujours le courant qui fait que ça aide ou pas, c'est surtout le thérapeute, entendons-nous, hein, c'est la relation thérapeutique qui fait que ça marche ou ça ne marche pas surtout. Mais voilà, en tout cas, j'ai eu cette chance-là d'être très bien accompagné à l'époque. Voilà. Je le suis encore aujourd'hui, mais en l'occurrence... Voilà. J'ai travaillé beaucoup en thérapie narrative et en ICV. ICV, c'est intégration du cycle de vie. C'est une thérapie qui est de plus en plus utilisée pour les traumatismes, notamment parce qu'elle permet de retisser les souvenirs des personnes, notamment quand il y a eu des enfances un peu oubliées ou des souvenirs. Ça permet de retisser toute l'histoire de vie de la personne et d'intégrer dans son histoire de vie ce qu'elle a vécu, les traumatismes, et ça permet du coup de montrer à quel point la personne a survécu. Alors c'est un travail qui est un peu long, mais c'est quelque chose qui donne vraiment beaucoup de très bons résultats aujourd'hui, en tout cas dans les dernières recherches. Voilà. J'ai fait aussi de l'EMDR, qui est aussi assez connu, le mouvement oculaire, mais je pense que vous avez aussi des cours de toute façon un peu sur la thérapie. Bon, chez moi, ça n'a rien fait, ça a plutôt fait empirer les choses. Et là aussi, je mets un warning quand même sur l'EMDR, c'est que ça marche très bien le mouvement oculaire pour les traumatismes simples, pour les traumatismes complexes, c'est-à-dire des gens qui ont des traumatismes répétés pendant une certaine période. C'est pas toujours fonctionnel. Voilà. C'est important de l'avoir en tête. C'est pas toujours la solution. Voilà. J'ai travaillé beaucoup aussi sur la symbolique des maladies pour donner du sens à ce que je vivais, notamment, je vais donner l'exemple de mon vitiligo qui est apparu qu'aux endroits qui avaient été touchés par le prêtre. Voilà. Il y avait quelque chose d'assez symbolique dans l'expression de mon corps. Ça aussi, c'est pas pour tout le monde. Parfois, ça résonne pas de regarder la symbolique des maladies, mais chez moi, ça a été un élément assez important de mon cheminement. J'avais besoin de donner du sens, on va dire, à ce que je traversais. Et puis le travail aussi d'expression des émotions et du corps. Moi, j'ai travaillé avec différentes médiations, la peinture, j'ai travaillé beaucoup sur la peinture, j'ai travaillé beaucoup sur la musique, et puis j'ai travaillé aussi beaucoup sur les huiles essentielles, qui a été aussi un élément qui m'a beaucoup fait cheminer au fil du temps. Et puis j'ai fait aussi des thérapies alternatives
énergétique, un peu de chamanisme, voilà, mais hyper bien encadré, c'est-à-dire suivi par des psychiatres, hein, entendons-nous, parce que le problème de ces thérapies-là, c'est que si c'est pas encadré, ça peut être un peu dangereux. Voilà, mais là, c'était piloté par des psychiatres, donc c'était plutôt bien cadré. Mais ça, j'y reviendrai aussi sur la problématique des thérapies alternatives. Voilà. Et puis voilà, j'ai aussi fait face, comme beaucoup de gens, sur les dimensions du trauma, à l'errance thérapeutique, c'est-à-dire une méconnaissance, un déficit de formation très clair sur le psychotrauma. Je pense qu'on ne va pas, surtout en France, hein, on est quand même un pays assez arriéré sur ces sujets. Je pense qu'en Suisse, beaucoup moins, en l'occurrence, mais alors en France, bon voilà, malheureusement. Et puis on a un clair manque de hauteur de vue du monde médical sur l'expression des symptômes d'une maladie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va aller voir un médecin, il va regarder que le symptôme et puis ça ne va pas l'intéresser de regarder le reste. Typiquement, j'ai évoqué tout à l'heure que j'avais des problématiques, des troubles digestifs. J'ai changé de gastro-entérologue il y a 2-3 ans maintenant, et d'une nouvelle génération, en tout cas voilà, assez jeune, assez aguerrie de tous ces sujets-là. Je crois qu'au premier rendez-vous, dans les premières questions qu'elle m'a posées, c'est si j'avais vécu des agressions sexuelles à un moment donné de ma vie, au regard de ce que je lui amenais comme symptomatique. Voilà. Bon. Aussi parce que probablement elle se sentait d'en parler avec moi, mais c'était quand même un élément, voilà. Ce qui ne dit pas que l'un va avec l'autre obligatoirement, mais en revanche, de se dire, mais tiens, si je dépasse le symptôme, est-ce qu'il y a autre chose dans la vie de la personne qui peut expliquer les symptômes, quoi. Ça, en France, on ne sait pas vraiment faire. Voilà. On essaye, mais on est encore loin du compte sur ces sujets, quoi. Et puis, j'ai travaillé aussi beaucoup sur l'écriture. Moi, il y avait une nécessité de partager, transmettre autour de mon parcours. Alors déjà, il y a peu d'hommes quand même qui parlent de ces sujets. Alors, il y en a beaucoup. Aussi parce qu'il y a... comment je pourrais dire ? Il y a beaucoup de parcours aussi qui expriment plutôt la dimension de la colère, de la destruction, de la violence, et c'est important. Mais ce qui m'importait aussi, moi, c'est plutôt d'expliquer aussi les pistes de reconstruction. Parce qu'à un moment donné aussi, c'est bien de voir mais quelles sont les pistes de reconstruction, par quoi aussi on peut passer parfois, par des éléments de vie. Et puis parfois, c'est intéressant. Enfin, j'ai pas mal de fois ces éléments, notamment avec le livre, où j'ai des personnes qui m'écrivent en me disant ce chapitre-là, j'ai l'impression que vous parliez de moi. Je me suis dit, bon, voilà, j'ai réussi quelque chose en le faisant, parce que si ça peut aider, c'est un élément qui, pour moi, est essentiel. Donc l'écriture est pour moi une médiation, un acte de réparation, puis évidemment une dimension d'expression aussi. L'écriture a été aussi déclenchement d'irruption d'un souvenir. Moi, c'est comme ça que commence le livre. En fait, au moment où j'ai débuté l'écriture, j'ai retrouvé les coordonnées d'un camarade de classe du collège. Alors à l'époque, même si j'ai un peu plus de 40 ans, mais à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, pas d'adresse mail vraiment. Donc quand je suis parti du collège, on s'est perdu de vue, on ne s'est jamais revu. Et puis j'ai retrouvé, je ne sais pas pourquoi, au début de l'écriture, son nom, son prénom. J'ai fait des recherches sur Internet. Et puis j'ai découvert en fait, il a vécu les mêmes choses que moi au collège. Et j'ai découvert qu'il avait mis fin à ses jours en 2004. Voilà. Et donc du coup, je me suis dit que c'était aussi pour lui que j'écrivais. Voilà. Et la dimension aussi là-dedans, c'est des récits. Le récit que j'ai souhaité faire, c'est un récit vraiment par flashback, parce que ce que j'avais envie de montrer aussi, c'est l'éclatement de la psyché. C'est-à-dire que souvent, dans la dimension du traumatisme, on perd la linéarité de notre vie. Et donc, j'ai aussi voulu représenter ça dans le livre pour se dire, voilà, parfois on a un souvenir qui est là, puis parfois on a un autre élément de notre histoire. Et voilà. Bon, j'ai essayé de le faire de manière quand même progressive, parce qu'il fallait aussi que le lecteur puisse se repérer comme dans l'histoire. Mais voilà. Donc voilà, et donc il y a eu 18 mois d'écriture. La première, comme quoi le secret chez moi est quelque chose d'assez fort, c'est que la première version, je l'avais appelée « Le secret soit avec nous ». Et puis voilà. Et puis finalement, la maison d'édition a souhaité changer le titre, mais finalement le titre était plutôt... voilà. Bon, ça, s'il y en a qui veulent voir le livre, je l'ai ici, donc vous pourrez regarder à la fin, on va y passer. Et il a été préfacé par Alice Casagrande, qui a été membre de la SIAZ, qui a été également secrétaire générale de la Civise pendant un peu plus d'1 an et demi. Voilà. Et puis du coup, la transmission, ça passe aussi par la reconversion dans ce que je fais dans la thérapie. Ça, je vais passer assez vite dans ce que je fais avec vous aujourd'hui, en conférence aussi, ce que je fais maintenant avec l'enseignement catholique également. Voilà. Et puis cette dimension aussi, c'est de la dimension du savoir expérientiel. Hein. C'est ce qu'on apprend aussi par l'expérience et comment cette expérience peut être un moment théorisée par le recul qu'on en a pour pouvoir être transmise comme je le fais avec vous. Alors, maintenant, toutes les slides qui sont un petit peu en italique comme ça, là-bas en haut, c'est pour revenir plutôt sur des éléments théoriques au regard de la suite de mon histoire pour vous donner un peu d'éléments théoriques. Alors, mais ça, c'est peut-être des choses que vous avez déjà vues, donc je vais repasser peut-être assez vite parce que je ne sais pas si vous avez peut-être déjà vu ça dans vos... Je ne sais plus à quel moment ça se passe dans vos cours, mais bon, on peut toujours revoir un peu ces éléments-là. Voilà. Alors, l'idée déjà, c'est de différencier trauma et traumatisme. Le trauma, ça va vraiment être ce qui va se passer.
donc typiquement la violence qui va être perpétrée sur la personne, et le traumatisme, ça va plutôt être les conséquences, l'effet qu'il va y avoir sur la personne. Il faut bien différencier les deux. C'est vrai qu'en France, on a tendance à réduire traumatisme par trauma, mais ce n'est pas la même chose. D'accord ? Le trauma, c'est vraiment l'événement. Le traumatisme, c'est vraiment l'élément dans la durée. Ce qu'il faut imaginer ici, c'est une représentation d'un psychiatre qui s'appelle François Le Bigot. Je ne vais pas la détailler. Il y a des mots un peu complexes, mais pour vous donner un peu le sens de cette illustration, je la trouve vraiment intéressante. C'est que ici, on va imaginer que ce rond, c'est un peu l'organisme, et puis même, on pourrait se dire que le tour du rond, c'est un peu la peau, notre peau qui fait finalement frontière avec l'extérieur. Et puis les plus autour, c'est un peu tout ce qu'il peut y avoir autour de nous, qui peut se passer autour de nous. Quand il y a une dimension de stress normal, c'est-à-dire par exemple, je ne sais pas, on loupe un train, des choses absolument basiques, en tout cas du stress du quotidien, on pourrait dire stress normal. Ce qui va se passer, c'est qu'il peut y avoir quelque chose, vous voyez la membrane, on pourrait dire ici ça se déforme un peu, c'est-à-dire qu'on se sent touché par quelque chose à l'extérieur, mais voilà, les choses se passent plutôt bien, ça vient juste un petit peu comme un stress normal, ça nous touche un peu, on a, je ne sais pas, peut-être des palpitations, quelques petites choses comme ça, et puis voilà, dans les quelques minutes qui suivent, c'est passé. Quand il y a un trauma, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'il y a ce qu'on appelle effraction. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se vit par la personne est tellement fort qu'en fait, c'est comme si ça la transperçait. Vraiment, vous voyez cet élément-là, dans l'effraction, effroi, il y a vraiment quelque chose qui rentre à l'intérieur, comme s'il y a quelque chose qui touche tellement la personne que c'est direct. Et là, se crée, quand il y a un trauma, une image traumatique. Une image traumatique, c'est une vision de ce qui s'est vécu. Alors, la vision, elle peut se faire de différentes manières, ce que je dis vision, mais ça peut être une image, évidemment une image au sens réel, mais ça peut être aussi uniquement des sensations. Parfois, la personne oublie ce qu'elle a vécu, et par contre, elle en a encore les sensations. L'image traumatique, c'est vraiment, il y a un vécu à l'intérieur, et souvent on dit d'ailleurs que, même si la personne l'a oublié, le corps, lui, il sait. Et il le sait définitivement. Parce que ça, pour le coup, l'image traumatique, elle disparaîtra jamais de toute la vie. Évidemment, on peut en faire quelque chose, mais voilà. Et en fait, qu'est-ce qui se passe après ? Et c'est là que ça devient le stress post-traumatique, c'est que si l'image, elle reste à l'intérieur de la personne, eh bien, au fil des mois, cette image, elle va activer des choses à l'extérieur. Je donne un exemple. Je peux même vous en donner... Bon, je vais vous en donner un déjà, puis après, éventuellement, on pourra y revenir. J'ai l'exemple d'une personne victime qui va vivre... va être agressé sexuellement dans un pensionnat pendant, de mémoire, 2-3 ans. Il a 8-10 ans à cet âge-là. Il oublie tout. Enfin, en tout cas, il oublie tout, c'est-à-dire il n'a pas de souvenir réel. Et puis, donc il oublie tout pendant, je n'ai plus en tête exactement son âge actuel, mais on va dire qu'entre 40 et 50 ans quand même. Donc une amnésie traumatique qui dure extrêmement longtemps. Et en fait, pendant la période du Covid, il passe... je vais donner un autre élément, c'est que cet homme-là, il ne quitte pas l'Église, très impliqué dans l'Église, dans la vie de sa paroisse, voilà. Et puis, pendant la période Covid, il quitte son département pour aller passer quelques mois chez sa sœur pour ne pas être tout seul. Donc, il vit chez sa sœur, voilà, ouais, qui n'est donc pas du tout au même endroit, géographique et tout ça. Il a le droit de sortir, comme on avait tous le droit de sortir dans un certain périmètre à cette époque-là du Covid. Et dans ce périmètre autorisé, il y a une église. La porte de cette église est ouverte. Et puis, tous les jours, il fait le même tour. Et puis, il passe dans cette église. Et puis, un jour, pendant le confinement, il rentre dans cette église, il y a une odeur particulière. Alors, il ne sait pas trop l'expliquer. Il se dit, est-ce que c'est de l'encens qui a été mis ? Il ne sait pas trop expliquer l'odeur du... Mais en revanche, l'odeur du lieu, donc on est sur la menace externe, vient connecter direct l'image de ce qu'il a vécu. C'est-à-dire que l'odeur de cette église, ce jour-là, lui rappelle d'un coup l'odeur probablement d'où il a été abusé, agressé, quand il était enfant dans ce pensionnat. Et là, d'un coup, l'odeur active les images, et là, d'un coup, il revoit défiler toutes les images de ce qu'il a vécu. Là, on est vraiment sur du stress post-traumatique, c'est-à-dire qu'il y a, pour des éléments qui peuvent sembler complètement anodins de l'extérieur, c'est-à-dire là, une odeur du lieu, d'un coup, ça vient reconnecter des souvenirs. C'est ça, le stress post-traumatique. C'est pour ça que souvent, il y a des personnes qui peuvent avoir des peurs ou des situations qui peuvent sembler complètement irrationnelles. On peut se dire, non mais attends, mais pourquoi tu as peur de ça ? Parce que souvent, ça vient connecter quelque chose de beaucoup plus profond de la personne.
Et c'est ça la vraie problématique du stress post-traumatique et du traumatisme, et qui fait aussi que pendant des années, on garde le trauma. Après, on peut travailler évidemment sur ces réactions-là, mais la problématique souvent, c'est qu'il y a plein d'éléments qui peuvent se passer à l'extérieur qui vont rappeler ce que la personne a vécu. Par exemple, ça peut être aussi, la personne peut être en couple, j'ai quelqu'un que j'accompagne en ce moment qui est en couple avec une personne a priori tout à fait bienveillante, où la relation se passe vraiment très bien, sauf que en fonction de l'endroit où la personne la touche, elle peut avoir des réactions complètement disproportionnées. Et en fait, elle est en train de mettre les mots sur le fait que, en fonction de l'endroit où la personne la touche, c'est que parfois, son conjoint, en l'occurrence, la touche à des endroits où son agresseur l'a touché. Et donc, ça vient reconnecter l'agression. Voilà. C'est ça la dimension du stress post-traumatique. Et c'est ça qui fait la complexité du mécanisme. Voilà. Ça se produit majoritairement, en tout cas très souvent quand il y a eu des traumatismes complexes, c'est-à-dire des choses qui sont répétées, mais parfois sur les traumatismes simples très violents, par exemple, pas forcément que des agressions sexuelles, on peut imaginer par exemple des survivants du Bataclan, par exemple, ils peuvent développer aussi ce genre de mécanisme. Dans les symptômes du traumatisme, du coup, il y a déjà une rupture de la continuité d'existence. C'est-à-dire que la personne, elle peut vivre assez longtemps figée, ce qu'on pourrait dire figée dans le présent. Souvent, d'ailleurs, elle a cette vision de se dire plus rien ne sera comme avant. Et figée dans le présent parce que finalement, tous les souvenirs de la personne peuvent finir par se mélanger. Se dire, parfois, vous prenez des personnes qui ont justement vécu ou été abusées pendant plusieurs années étant petits. À l'âge adulte, c'est très difficile pour eux de renouer un fil de souvenirs de leur enfance. Alors parfois, soit ils n'ont plus du tout souvenir de leur enfance, soit ils en ont, mais ils sont un peu disparates, comme s'ils n'arrivaient plus à se dire, mais attends, ça c'était avant cet événement ou c'était après. Enfin voilà, cette dimension parfois du coup de perdre un peu ces éléments-là. Il peut y avoir des reviviscences. Donc reviviscence, c'est des états de conscience déjà éprouvés. Ça veut dire que la personne ressent des sensations qu'elle a déjà éprouvées, sans que ce soit forcément des images, des sensations qu'elle a pu éprouver au moment où elle a été agressée. Et puis des réminiscences, là pour le coup, ça peut être des souvenirs un peu vagues, ça peut être soit des images, c'est plus souvent des images, ça peut être aussi des odeurs, comme je l'évoquais tout à l'heure. Il peut y avoir évidemment une incapacité à se souvenir, amnésie totale ou partielle, de l'hypervigilance, des angoisses, de l'isolement parfois, la personne elle a une difficulté à entrer en relation, donc elle est plutôt très éloignée. Il peut y avoir de la dépression, de la honte, de la culpabilité, il y a beaucoup de choses. Réactivité neurovégétative, c'est que le corps réagit très fortement au moindre stress et qui peut sembler là aussi complètement irrationnel. La personne réagit à un micro-stress sans qu'il y ait besoin, forcément. Et puis de la compulsion de répétition. Donc là, c'est dans les rêves et dans les cauchemars, la personne peut avoir toujours les mêmes rêves ou alors toujours les mêmes cauchemars, comme si elle avait besoin de maîtriser une situation, quoi. Et donc le rêve se répète comme si c'était une manière pour elle de se dire ça, je le contrôle parce que je fais que de rêver de ça, donc voilà, je peux le tenir, quoi, entre moi. Voilà. Et puis, l'expression, elle peut surtout être différée. C'est-à-dire que la personne, elle peut vivre le traumatisme, par exemple, à un moment donné de sa vie, quand elle est enfant, et puis finalement, l'expression du traumatisme va se faire bien des années après, pas forcément sur le moment. Et donc, ça peut être soit des événements de vie qui n'ont pas de lien direct, mais qui peuvent le connecter, notamment rupture affective, c'est un peu ce qui m'est arrivé. Ça peut être un changement de cadre, c'est-à-dire, la personne déménage, ou une mise en sécurité, c'est-à-dire d'un coup, la personne, elle est en sécurité, et là, elle ne sait pas pourquoi, tout se réactive. Et là, c'est le lien toujours entre la dimension de l'insécurité du traumatisme et puis la sécurité d'une situation. Donc il peut y avoir différents symptômes, psychiques, somatiques, j'en ai déjà donné tout à l'heure, des flashbacks, des sensations corporelles, des troubles fonctionnels, notamment les troubles digestifs, aussi des troubles qui se chronicisent, donc qui deviennent qui persistent en fait, et qui montrent que la personne a quand même une certaine fragilité qui fait que ça s'installe et ça reste tout le temps là, quoi. On peut observer sur le plan clinique, évidemment, des troubles du comportement alimentaire. On le voit quand même beaucoup dans les violences sexuelles. Donc, ça peut être des restrictions, ça peut être des intolérances, ça peut être du contrôle du corps, ça peut être évidemment des troubles anxieux, obsessionnels, des conduites addictives qui visent aussi à contenir l'angoisse, parfois, et puis des atteintes somatiques parfois sévères. Ça peut être des troubles dermatologiques, je l'ai évoqué pour moi notamment. Ça peut être d'autres troubles en fait, qui témoignent. En fait, ce que ça vient témoigner, c'est que le trauma, ce que la personne a vécu, est inscrit vraiment dans le corps. Et le corps est le seul moyen parfois pour la personne d'exprimer ce qu'elle a vécu. Voilà, c'est vraiment le lieu d'expression du traumatisme. Et puis, au-delà des symptômes, ça peut altérer aussi en profondeur le rapport à soi, aux autres, au monde.
Il peut y avoir une dissociation existentielle, hein, comme je disais aussi tout à l'heure sur ce que j'avais vécu moi, l'impression de vivre à côté de sa vie. Parfois un décalage entre ce que la personne vit à l'extérieur, elle peut avoir une vie très réussie, et puis finalement ce qui est vécu réellement à l'intérieur. Un surinvestissement dans le travail, c'est pas systématique, mais ça peut être une stratégie de survie. La personne, elle vit absolument, elle recherche de la reconnaissance à l'extérieur, de manière très forte. Ça lui évite d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Ça a été mon cas notamment. Et puis reproduire des situations d'abus, voilà, qui peuvent être sous des formes indirectes, voilà, soit des exigences envers soi, des rapports de domination de pouvoir dans un cadre professionnel, associatif aussi, on le voit quand même, dans certains collectifs, associations, ce genre de choses qui se reproduit quand même assez souvent. Et puis sur le plan relationnel, il peut y avoir l'évitement des relations intimes sexuelles, ou à l'inverse des relations inaccessibles non engageantes. C'est-à-dire que la personne, elle ne veut être en couple qu'avec des gens avec qui, de toute façon, elle ne pourra pas être en couple. Mais du coup, ça lui permet de mettre à distance cette relation aussi. Et puis des difficultés aussi dans l'espace domestique parfois. La personne peut devenir hypersensible à tous les bruits. Et puis la difficulté à recevoir des gens chez elle, parce que voilà, comment est-ce qu'elle va contrôler son espace, comme si finalement son espace était aussi une représentation de son intimité. Et puis aussi parce que finalement, recevoir des gens de confiance dans son espace, finalement souvent les personnes qui ont été agressées sexuellement, en tout cas dans le cadre de l'Église notamment, c'est des gens en qui ils avaient confiance. Et donc par définition, c'est à qui on peut faire vraiment confiance. Parce qu'est-ce que quelqu'un ne va pas abuser de ma confiance à un moment donné? Enfin, voilà. Il y a tout ce fil-là qu'on peut tirer. Il y a évidemment le risque suicidaire qui peut être en lien avec le sentiment d'impasse, de honte ou d'absence d'avenir. J'ai un de mes meilleurs amis qui a suivi l'écriture de ce premier livre, qui a mis fin à ses jours quelques semaines après la sortie de ce livre, qui lui avait vécu ça, alors pas dans le cadre de l'Église, dans un cadre de fratrie en l'occurrence. Et il y avait vraiment cette dimension d'impasse, en tout cas voilà, dans ce qu'il pouvait évoquer avant. Et lui, pour le coup, avait aussi des addictions. Hein, j'évoquais dans les addictions, il avait de l'addiction dans la sexualité sous drogue, notamment. Voilà, c'était une manière pour lui de contenir ce qu'il avait vécu. Voilà. Bon. Mais c'est un risque à pas négliger, cette dimension du risque suicidaire, quoi. Et puis l'épuisement psychique, ce que j'évoquais aussi tout à l'heure, hein, sur le burn-out, qui peut survenir effectivement, parfois tardivement, mais qui est souvent un signal de rupture pour se dire, bon là, la vie que je mène, elle est vraiment en inadéquation avec qui je suis vraiment. Voilà. Donc ce que je voulais vous montrer avec tous ces éléments-là, hein, c'était pour vous montrer un petit peu de quelle manière ça peut se manifester. Évidemment, c'est pas exhaustif. Voilà, c'est pour vous donner un peu une étendue de symptomatiques, mais voilà, et de fonctionnement. Je vais revenir aussi rapidement sur le secret. Donc, on parle souvent du secret. C'est important de se dire aussi que dans la dimension du secret qui est porté par les personnes victimes, d'abord, effectivement, il est porté par elles, souvent par honte, par culpabilité, ou parfois aussi par l'amnésie, tout simplement. La personne ne s'en souvient pas. Elle est souvent aussi imposée par l'agresseur, hein, qu'on nous intime de porter. Ce sera notre secret. C'est aussi ce qui s'est passé, notamment avec le prêtre. Ça peut être aussi porté par la généalogie. C'est très intéressant parfois quand on ouvre le sujet. On apprend aussi que dans la généalogie, il y en a finalement eu aussi qui ont vécu des choses un peu similaires, mais que ça n'a jamais été dit. Et parfois, le fait de le dire, en tout cas ça a été mon cas moi par exemple, de le dire pour la première fois a permis aussi d'ouvrir la boîte de personnes qui, dans la lignée qui aussi l'avaient vécu, mais dont c'était un peu le sujet, dont les gens savaient, mais on ne disait pas, quoi. Et c'est parfois important aussi de faire ça. Et puis il est porté aussi par les autres personnes, hein. Ça peut être les institutions, évidemment, hein, l'Église notamment, les témoins parfois, et puis les complices aussi, parce qu'il y en a dans certains cas. Et puis il y a l'emprise du secret, elle est liée aussi au fait que parfois on minimise les faits. Moi, c'est quelque chose qu'on m'a fait plusieurs fois. J'ai vécu notamment des attouchements, et c'est vrai que plusieurs fois on m'a dit, mais en fait, ce sont que des attouchements quand même, donc c'est pas non plus voilà, très grave. Bon, la dimension de la gravité, elle n'est pas liée à ce que la personne vit. Donc voilà, c'est un élément à prendre en compte. Et du coup, quand on minimise ça, on n'incite pas la personne à prendre la parole, évidemment. Et puis, il y a la peur aussi de la déflagration du désaveu si le secret est révélé. C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut se passer dans la famille, qu'est-ce qui peut se passer autour des proches, quels qu'ils soient, le fait de le savoir. Et puis, le fait aussi qu'il y ait une vie dissociée. C'est-à-dire que la personne, comme elle vit un peu dissociée, c'est-à-dire qu'il y a finalement ce qu'elle a vécu est presque dans son inconscient, quand elle ne s'en souvient pas, finalement, le secret, il est en elle, mais il n'est pas accessible. Donc finalement, la personne vit sa vie, et puis voilà. Et ce qui est important de voir quand même, c'est que le secret, il prend possession de toute notre vie, et qui s'exprime à notre insu, un peu sous d'autres modalités. Un peu comme je vous évoquais moi tout à l'heure,
que finalement, même à l'époque où je m'en souvenais pas, je m'abandonnais dans le travail. Et dans le travail, je vivais vraiment une dynamique très abusive, soit moi, soit moi un peu quand même envers les autres, dans l'exigence que je pouvais avoir envers mon équipe, et puis en ma direction envers moi aussi parfois. Et c'est intéressant de voir parfois que la personne ne parle que d'abus. Et typiquement, il y a une anecdote que j'évoque dans le livre, mais c'est qu'avec une des psychanalystes que j'ai eues, au fil du travail avec elle, je la voyais à l'époque 1 à 2 fois par semaine, au fil du travail avec elle, plus je travaillais avec elle, plus les symptômes que j'avais psychiques et physiques augmentaient. Et en fait, je ressortais souvent des urgences quand j'allais la voir, notamment parce que j'avais un problème aux yeux. Urgences pour soulager l'œil. Et en l'occurrence, j'attendais d'elle, j'attendais de la psychanalyste presque limite qu'elle me cajole, mais en tout cas qu'elle écoute cette souffrance, qu'elle l'accueille vraiment, peut-être comme une mère, on pourrait dire. Et elle était très froide dans sa manière de faire et très pragmatique et tout. Et une fois je sors des urgences et là c'était bon. Ça n'allait vraiment pas du tout. Et puis en fait, elle me dit, mais vous vous rendez compte quand même que ça fait 6 mois que vous ne me parlez que d'abus. Et moi je lui dis, mais je n'ai jamais parlé d'abus sexuels. Et elle me dit, mais moi non plus. Et en fait, j'avais parlé d'abus parce que je lui racontais tout ce qui se passait au travail, tout ce qui se passait avec mon propre corps, mon état de fatigue, le fait qu'à l'époque, je voyageais d'un côté du globe, je revenais à Paris, je changeais de valise, je allais de l'autre côté du globe. Enfin, voilà. Il y avait un abus qui était très fort de moi-même. Et à partir de là, la mémoire a commencé à petit à revenir de plus en plus et puis à pouvoir évoquer un peu plus le sujet. Mais vraiment, ça avait pris tellement possession de moi que finalement, d'une certaine manière, c'était presque ma vie normale, on pourrait dire. C'est intéressant parfois de l'analyser, de le regarder. Et puis, je terminerai par quelques pistes de réflexion. Et ça, c'est plutôt lié au fil des conférences que j'ai pu donner et puis voilà, aux interactions qu'il peut y avoir parfois. Déjà sur la question de dire et ne pas dire et la question de la libération de la parole. Donc avec la vague MeToo, vous savez qu'effectivement, la libération de la parole est quand même quelque chose qui est assez présent, de plus en plus présent. Il faut bien prendre en compte que le soulagement de la personne ne va pas de soi. Parce que souvent, on imagine que du moment où on va parler, ça va aller mieux. Et souvent, c'est l'inverse qui se passe, en tout cas dans les premiers temps. Parce que finalement, il y a des personnes qui sont au courant qui ne l'étaient pas avant, donc ça complexifie la situation. Il peut y avoir des tonnes de questions qui peuvent arriver de la famille, des proches, enfin voilà. Et ça, c'est vraiment important de savoir, c'est que le soulagement ne va pas de soi, et c'est vraiment important. C'est pas le dire, c'est pas une fin en soi. C'est une étape, la libération de la parole, mais c'est pas la fin du processus. Il ne faut pas sous-estimer non plus l'impact pour la victime, effectivement, comme j'évoquais, la reconnexion au traumatisme, pour l'entourage. Et l'idée, c'est quand même de bien s'y préparer en s'assurant d'être bien accompagné avant et après. Voilà, moi, typiquement, j'étais plutôt bien accompagné, même si, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas anticipé le fait de le dire ni aux moines, ni à mes parents. Et j'avoue que je n'avais pas vraiment préparé le sujet. Bon, après, les choses se sont plutôt bien passées. J'ai eu cette chance-là, entre guillemets, mais voilà, c'est quand même important de l'avoir en tête, quoi. Gardez à l'esprit aussi que dans la posture d'écoute, donc là c'est aussi vous probablement, dans la posture que vous avez déjà ou que vous allez avoir, il faut vraiment faire la différence entre l'accompagnement thérapeutique et l'écoute. Alors l'écoute en association ou l'écoute dans ce que vous allez faire. C'est-à-dire qu'il y a une dimension, c'est que dans la dimension thérapeutique, il y a déjà, la personne elle a un métier, c'est son métier d'écouter, il y a un cadre, il y a une rémunération, il y a un temps qui est donné, il y a un lieu, il y a un horaire, enfin voilà. Et c'est important de se dire que voilà, le thérapeute, c'est son métier de le faire. Vous, alors il y en a probablement parmi vous qui êtes thérapeute, voilà. Mais c'est important de se dire que voilà, la posture d'écoute, c'est pas forcément quelque chose de très simple. On le voit parfois dans certaines associations qui veulent bien faire et veulent écouter les autres personnes victimes qui arrivent, mais qui sont pas formées du tout à l'écoute, et ça peut être assez dangereux pour elles. Au point parfois de mélanger sa propre histoire avec celle de la personne qu'on écoute, au point aussi de recevoir le vécu de la personne, et puis de manière assez violente, quoi. Aussi, prendre en compte que la victime, c'est d'abord une personne avec une identité à part entière. Là aussi, c'est que c'est une victime au sens d'une personne victime, une personne qui a été victime de quelque chose. Aujourd'hui, au regard là aussi de tout ce qui peut se passer dans la société, dans les médias et autres, on a tendance à surévaluer ce côté d'être victime. Limite, c'est victime comme une identité. Alors ça pose la question de, mais si on enlève la dimension de victime à la personne, qu'est-ce qui lui reste? Parfois, elle a que ça pour tenir. Mais en revanche, c'est important, dans le travail là aussi qu'on fait avec elle, de se dire, mais c'est aussi une personne avant tout. Et c'est une personne avec tout un tas d'autres éléments dans sa vie, même si évidemment, parfois, le vécu traumatique est tel qu'il n'y a plus que ça qu'elle a comme souvenir.
Mais c'est important quand même de se dire que c'est une personne. Évidemment, le fait de la croire, et ça c'est important, l'écoute c'est un élément primordial. Le fait qu'elle se sente entendue et crue, c'est un élément aussi très très important. Je crois que c'est le pape Léon XIV qui disait il y a quelques semaines qu'il était important d'écouter les personnes victimes, mais c'est vrai que c'est important d'écouter les personnes victimes, mais on peut les écouter sans les croire, c'est important de les croire aussi. Le déficit de formation, comme j'évoquais tout à l'heure sur le traumatisme et ses conséquences au fil de la vie, donc là c'est important de bien se former pour faciliter effectivement la prise de la parole, faciliter aussi comment on peut repérer les signaux faibles. Les signaux faibles, c'est ce que la personne ne va pas dire mais qui va se voir ou s'entendre à travers ses mots, à travers ses gestes. Une notion aussi du traumatisme vicariant, ça c'est quand on peut être traumatisé par ou contaminé par le vécu d'une personne. À force que les personnes nous racontent des choses, là aussi, quand on n'est pas thérapeute, ou même quand on est thérapeute parfois d'ailleurs, entendons-nous, les thérapeutes ne sont pas des surhumains, loin de là, mais parfois on peut être contaminé par le vécu de la personne. À force d'écouter la personne, on peut à un moment se dire attends, c'est mon histoire, c'est son histoire, voilà. C'est important là aussi d'être bien accompagné de votre côté quand vous faites de l'écoute pour pouvoir décharger, si je puis dire, même si le mot n'est pas très élégant, mais en tout cas décharger aussi ce que vous avez entendu parfois auprès d'un tiers. Et puis la fatigue compassionnelle, alors là c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas trop non plus comme le traumatisme vicariant. Fatigue compassionnelle, on l'a beaucoup découvert avec l'époque du Covid notamment, pour les soignants qui étaient présents dans les hôpitaux. C'est l'épuisement physique et émotionnel qui peut se développer au contact de la parole des victimes, au contact répété. Ça aussi, c'est important d'être vigilant à ces deux éléments pour vous, en tout cas. Aussi le temps long du processus thérapeutique. Là aussi, on est dans une société où les choses doivent aller vite, très vite, on le voit bien, la société va vite globalement. Le processus thérapeutique, notamment pour des traumatismes de cet ordre-là, il est long, voire il dure peut-être, probablement, toute une vie. Donc c'est important qu'il y ait un espace, ce que je dirais, d'expression, d'élaboration verbale, et puis une approche intégrative. L'approche intégrative, c'est de se dire il n'y a pas que la tête, c'est important aussi de revenir au corps. Donc ça peut être soit par un travail créatif, soit par tout un tas de thérapies corporelles, mais c'est important de ne pas oublier le corps, surtout quand c'est le corps qui a été violenté dans ce genre de choses-là. Voilà. Et puis la solidité de l'alliance thérapeutique, c'est comme je disais tout à l'heure, plus que le type de thérapie que la personne fait, c'est vraiment l'alliance qui va, c'est-à-dire le lien qui va se faire entre le thérapeute et le patient qui va faire que ça va marcher ou pas. Comme je l'évoquais aussi, il y a des résultats encourageants du coup en ce moment sur les thérapies ICV, intégration du cycle de vie. L'IFS aussi, je ne vais pas forcément y revenir, c'est globalement des thérapies qui travaillent beaucoup sur la dimension narrative, pour faire simple, donc vraiment la dimension de l'histoire de vie de la personne. Le MDR, comme j'évoquais tout à l'heure aussi, ça peut être très efficace, mais prudence dans les cas de traumatisme complexe. Il peut y avoir un risque de retraumatisation. Voilà. Il peut y avoir besoin de travail au long cours comme la psychanalyse, c'est pour le besoin plutôt de se réapproprier son existence. Et puis thérapie psychocorporelle comme je l'évoquais. Voilà. Les thérapies brèves, ça peut être hyper intéressant. Donc thérapie brève, ça peut être tout ce qui est l'hypnose, l'EFT, les thérapies cognitives et comportementales. Ça peut être hyper intéressant pour limiter l'expression des symptômes. Par contre, ce n'est pas une fin en soi, c'est-à-dire que ça ne suffit pas de faire que de la thérapie brève. C'est-à-dire qu'un thérapeute qui vous dit en 5 séances d'hypnose, vous n'aurez plus de problème avec votre traumatisme, fuyez. Et puis un point d'attention sur les thérapies alternatives. Alors j'évoquais un énergétique, chamanisme et tout ça, c'est qu'il y a quand même un risque, c'est les personnes qui ont vécu l'abus sont souvent des proies privilégiées pour des charlatans ou pour un tout autre type de dérive en tout genre. Voilà, dérive sectaire, pas que. Voilà. Pensée magique. Alors ça vient de plusieurs choses, ça vient du fait que ce sont des personnes qui peuvent être manipulables. Et puis aussi parce que comme on est sur des sujets qui sont très complexes à accompagner, en fait parfois ils n'arrivent pas à trouver des thérapeutes pour les aider. Et parfois, dans des thérapies alternatives, il y a un certain nombre de thérapeutes qui arrivent là en tant que sauveurs et qui peuvent tout régler. Donc là, il faut bien s'assurer d'un suivi sérieux. C'est-à-dire que les thérapies alternatives peuvent être une vraie aide. Et moi, en l'occurrence, ça a été vraiment le cas pour moi. Mais il faut que ce soit bien suivi et bien encadré. Voilà. Vraiment, c'est un point d'attention très, très fort sur ça. Et puis, l'impact dans la vie présente. Guillaume Prévost, la semaine dernière, quand il a commencé à évoquer le sujet de la mission dans l'enseignement catholique, il évoquait le fait que c'est un passé qui ne passe pas, et donc qui se dit au présent. Eh bien oui, il y a un impact dans la vie présente, et c'est important aussi de se dire qu'il n'est pas proportionnel aux actes subis. C'est-à-dire que des attouchements peuvent donner plus de conséquences dans la vie présente de la personne, par exemple, qu'un viol réel.
Voilà. C'est important de ne pas calquer les conséquences de la personne, les conséquences de vie de la personne, sur ce qu'elle a réellement vécu. Il n'y a pas de lien direct entre les deux. Il y a quand même un élément, c'est évidemment les expériences que la personne a pu vivre avant, sa personnalité, sa sensibilité, sa santé physique ou mentale, l'âge à laquelle c'est survenu, son contexte familial aussi. Hein. On se rend compte, il y a des recherches en ce moment qui sont faites sur les... je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est un peu complexe, mais il y a un psychiatre qui s'appelle... son prénom, j'ai un doute, mais je crois que c'est John Bowlby, qui a travaillé beaucoup sur les théories sur l'attachement, c'est-à-dire comment le lien d'attachement qui se fait avec les personnes d'attachement, donc la mère, le père ou les figures paternelles ou maternelles, hein, à la toute petite enfance entre l'enfant. Donc il y a différents types d'attachement et on se rend compte que ça peut avoir une conséquence assez forte sur la manière dont la personne va vivre le traumatisme et les conséquences après. Voilà, si vous voulez creuser le sujet, il y a des choses très intéressantes sur le sujet, il y a beaucoup de recherches en ce moment sur ça. Mais voilà, ça parle aussi de la manière dont la personne a vécu. Typiquement, on se rend compte que quand même, si la personne a vécu toute son enfance dans un cadre extrêmement sécurisé, globalement, les conséquences seront quand même moindres qu'une personne qui a vécu dans un contexte familial assez compliqué à l'enfance, quoi. Notamment sur la question de la dimension affective, la dimension aussi du dialogue. Est-ce que les parents sont des personnes qui parlent ou pas? Enfin voilà, tous ces sujets-là sont importants à prendre en compte. Évidemment, l'événement en tant que tel, son intensité, sa durée, son impact émotionnel, ses conséquences physiques, le contexte post-traumatique, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu un soutien psychologique, social ou familial juste après? Alors, sur les personnes dont on parle, majoritairement, il n'y en a pas eu, hein, victimes de violences sexuelles dans l'Église à l'époque en tout cas, mais voilà, c'est important de savoir ce qu'il y a eu. Et puis, s'il y a traumatisme transgénérationnel préexistant, là, il y a l'épigénétique qui fait des recherches sur le sujet, et puis il y a une psychiatre qui s'appelle Rachel Yehuda qui fait des recherches très intéressantes sur le sujet. Aussi, s'il y en a qui sont intéressés, voilà, il y a des très bons articles sur le sujet assez accessibles sur cette dimension-là aussi, sur, je ne sais plus si c'est elle, mais je crois qu'elle avait travaillé notamment sur la Shoah, pour se rendre, alors on n'est pas du tout sur le même contexte, hein, mais voilà, mais qui donnait le fait que des descendants qui n'avaient donc pas vécu la Shoah portaient en eux la dimension traumatique de choses qu'ils n'avaient pas vécues, mais parce que c'était vécu dans la famille. Voilà. Donc il y a voilà, l'épigénétique commence aussi à se questionner là-dessus, et c'est voilà. Alors c'est des choses qu'on n'entend pas beaucoup en France, hein, sur ces sujets non plus, parce que ça pose voilà. Probablement que l'université a des problèmes pour aborder ces sujets-là, mais en tout cas voilà, dès qu'on franchit la frontière, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Suisse, que ce soit en Belgique, tout ça, tous ces sujets-là sont très connus. Voilà. C'est pour ça que c'est intéressant de regarder ailleurs qu'en France sur les sujets du traumatisme. Même s'il y a heureusement beaucoup de personnes qui font beaucoup, et notamment, je ne sais pas si vous avez encore des cours avec Lorraine Angenot, qui je crois fait beaucoup sur ce sujet pour le coup, apporte beaucoup à la cause, mais voilà. Et heureusement d'ailleurs, mais aussi parce qu'elle s'est formée à l'étranger, notamment Canada ou Québec, je ne sais plus, mais voilà. Elle a des apports très, très importants sur le sujet. Voilà. Et puis la résilience aussi, hein, c'est un mot qu'on entend beaucoup, c'est bien un chemin et c'est pas un objectif à atteindre, hein, parce que souvent on voit cet objectif de la résilience comme un totem absolu. Voilà. Je pense qu'on a chacun notre chemin de résilience et je suis pas sûr qu'il se finisse un jour. Voilà. Donc voilà. Et puis parfois on n'est pas capable de résilience et c'est ok aussi. Il faut bien aussi se rendre compte du niveau où est la personne et il n'y a pas de problématique là-dessus, quoi. Et dans les actions de prévention qu'il peut y avoir aussi dans les pistes de réflexion, hein, il y a des sujets autour évidemment de la SIAZ et de la Civis aujourd'hui qui se passent, même si voilà, ça met trop de temps probablement à être appliqué. Il y a tous les sujets autour de l'éducation à la sexualité saine dès l'enfance, hein, notamment sur la représentation du corps, sur les limites du corps. Ça, c'est un vrai sujet aussi qui doit être de plus en plus perçu sur quel est mon corps et ce qui m'appartient, toute cette dimension-là, sans aller très loin. Donc toute cette dimension de frontière justement entre moi et l'autre, et puis toute la dimension de consentement. Et puis, voilà, de proposer aussi le dialogue sur ces sujets, parce que c'est la problématique aussi, c'est que c'est des sujets sur lesquels on parle encore trop peu. Alors, il y a de plus en plus de sujets d'intervention de personnes victimes, d'intervention d'associations, et c'est bien, mais c'est important aussi d'en parler, parce que c'est aussi ça qui fait que le sujet commence à devenir un peu plus présent. Voilà. Et puis, en conclusion, avant de passer aux questions, je voudrais déjà, alors j'ai mis une petite illustration, je vais expliquer pourquoi évidemment, pourquoi j'ai mis une illustration de chat. Alors déjà, la question de la double peine, c'est important de le voir, c'est qu'il y a une notion de double peine dans les dimensions de victimes, de personnes victimes, notamment de violence ou de traumatisme. C'est que d'abord, il y a eu le fait d'avoir été personne victime, c'est-à-dire d'avoir vécu le traumatisme, le trauma, et puis il y a tout le travail sur soi et les soins qu'il faut faire derrière, parfois pendant toute une vie. Et c'est un peu la double peine, c'est-à-dire qu'à la fois on a vécu quelque chose de difficile, et en plus, on doit être suivi en permanence, enfin en tout cas pendant très long, pour essayer d'aller à un mieux-être.
Il y a une dimension aussi de survie à la vie, hein. C'est comment, à un moment, on peut sortir de l'effroi, du sentiment d'urgence pour pouvoir à nouveau vivre. Là, c'est un peu le propos de... Alors, c'est déjà un peu le propos de mon premier livre, mais ça va être vraiment le propos du deuxième livre, sur cette dimension aussi de pouvoir réintégrer la vie. Et c'est quoi de réintégrer la vie? Et c'est aussi dans la dimension de... comment je pourrais dire? Sans dire que, évidemment, les éléments sont toujours là, hein. Je l'évoque, les maladies chroniques qui sont effectivement atténuées, mais sous surveillance, c'est-à-dire que voilà, le traumatisme, il est toujours là pour moi. C'est-à-dire que j'ai des maladies chroniques, elles sont toujours là. Elles s'expriment beaucoup moins qu'avant, mais elles sont toujours présentes. J'ai un suivi évidemment régulier. Alors en plus, parce que je suis thérapeute, donc je suis aussi supervisé. Mais voilà. Et, on peut passer à la vie, mais pour autant, ça ne veut pas dire oublier tout ce qui s'est passé. C'est important voilà, de le voir aussi comme ça. Et puis, je l'ai évoqué un peu avant, hein, c'est que pendant une quinzaine d'années, moi, du moment où la mémoire a commencé à revenir, il ne s'est rien passé dans ma vie amoureuse, affective, sexuelle. Et j'ai ouvert petit à petit l'espace intime. Alors, je mets la photo du chat parce que c'est un élément que je relate dans le livre, et parce que c'est un exemple intéressant de la dimension de la problématique de l'espace intime, parfois sur les personnes victimes, qui peut sembler complètement futile, mais voilà. À l'époque où j'ai... un peu après l'avoir dit à mes parents, ça, j'ai décidé d'avoir un animal de compagnie, enfin bref, d'avoir un chat. Et en fait, au bout de 48 heures quasiment, j'ai failli ramener l'animal d'où je l'avais pris. Parce qu'en fait, finalement, vous imaginez, c'était un chat qui avait 3 mois à l'époque, qui bougeait partout, qui allait visiter tout l'espace, tout l'appartement, qui allait forcément... Enfin voilà, vous voyez comment c'est. Et en fait, du coup, pour moi, c'était insupportable que quelqu'un dans mon espace, quelqu'un ou quelque chose, enfin voilà, après, tout dépend, est-ce qu'un animal... Bon, voilà, en tout cas, prenne autant de place dans mon espace à moi intime. Comme si finalement, j'avais réussi à faire de mon appartement un tel sanctuaire que personne pouvait venir mettre du désordre dedans. Bon, finalement, je n'ai pas ramené le chat. Ça a été très compliqué pendant 1 à 2 mois. Le temps de vraiment m'habituer à ce que quelqu'un, enfin, en tout cas un animal, puisse circuler dans mon appartement sans que ce soit un danger pour moi. Et ça, c'est un élément qui peut parfois, ça peut sembler, c'est assez drôle, mais c'est vrai que dans la dimension parfois des personnes victimes, il y a quelque chose il y a un tel endroit, un besoin de protection que ça peut aller jusque-là, quoi. Voilà. Et puis, voilà, aujourd'hui, je suis en couple avec un homme depuis un peu plus de 3 ans maintenant, et c'est aussi partie du thème du livre, du second livre, parce que l'idée, c'est évidemment de comment réussir à reconstruire une vie de couple avec ce vécu-là, comment réussir aussi à créer une vie de couple avec, certes, une vie de croyant qui est la mienne, une vie de croyant qui est la sienne aussi, dans une église qui n'est pas toujours propice à l'accueil des personnes homosexuelles. Voilà. Et donc du coup, voilà, l'idée, c'est aussi de montrer que ça peut être possible, et notamment à la suite d'entretiens avec François Jacolin, dont j'évoquais tout à l'heure, avec qui on a eu des entretiens sur ce sujet. Voilà, mais c'est aussi pour montrer que finalement les choses peuvent être possibles. Alors évidemment, le traumatisme, il n'est pas derrière moi, il sera là toujours, mais il peut aussi de temps en temps être un peu mis peut-être sur l'étagère, un petit peu, quoi. Et puis cette dimension aussi de réorientation professionnelle, je l'ai un peu évoqué, hein, cette dimension du coup de transmettre et de passer de victime à témoin, et puis aussi de passer justement par cette mission qui commence avec l'enseignement catholique sur justement là accompagner les personnes victimes et accompagner l'enseignement catholique au travail, à la mission qui est la sienne pour faciliter et à la fois un retour sur le passé dans l'enseignement catholique et puis à la fois préparer l'avenir pour les élèves d'aujourd'hui et les élèves de demain. Voilà, je vous remercie et puis si vous avez posé des questions. Je ne vois pas encore de questions sur Internet ou de la part de nos amis suisses, mais si dans la salle certains veulent prendre la parole, qu'ils le fassent. Alors... Merci beaucoup c'était vraiment incroyable d'entendre toute cette information et merci beaucoup pour le courage aussi. Oh mince, c'est difficile. Je vais faire comme ça, peut-être aussi plus simple. Vous m'entendez comme ça? Non, je reste assis, c'est bon. Vous avez évoqué la question par rapport, est-ce que la réparation financière aide la personne victime? J'aimerais bien de vous entendre votre avis là-dessus. Merci.
crois que la réponse est propre à chacun. Enfin, propre à chacun, c'est une question qu'on est en train de se poser, par exemple, là, pour donner un autre exemple, sur la dimension de l'enseignement catholique. Il y a des personnes, que ce soit dans l'enseignement catholique ou dans l'Église, qui disent « Non, mais moi, je veux absolument pas recevoir de l'argent de ces instances », et qui, du coup, n'en veulent pas. Donc, il y a réellement quelque chose qui me dit « L'argent qui vient de là, moi, ça me réparera pas, donc j'en veux pas. » Réellement. Donc il peut y avoir cet écho-là. Et puis parfois certains vont trouver que l'argent peut aider parce qu'ils vont en faire quelque chose. Enfin, après d'ailleurs ils en font ce qu'ils veulent, c'est pas le sujet quoi. Enfin c'est pas le sujet. Moi j'ai pas à donner d'avis sur ce qu'ils en font ou pas. Me concernant, en fait ce qui s'est passé, c'est que moi il faut imaginer que mon dossier est arrivé donc en 2022 à l'INIR, enfin au début de l'instance. Le dossier a été pris en charge quelques semaines avant la parution du livre. Et il y a eu probablement un besoin, un sentiment d'aller peut-être un peu vite, parce que pour peut-être que la réponse soit donnée avant la sortie du livre et avant potentiellement les interviews que j'avais au sujet de la sortie du livre, et parce que je savais que certains journalistes seraient intéressés pour avoir mon retour sur ce sujet-là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un très bon référent. Pour le coup, à l'INIR, j'étais un bon référent, mais les choses sont allées un peu vite parce que comme j'avais écrit un manuscrit, je suis arrivé et j'avais beaucoup élaboré sur mon histoire, donc j'étais en capacité de lui donner les éléments factuels, les conséquences, mais en plus, comme j'étais en formation de thérapie, je savais parler des conséquences du présent sur le traumatisme. Enfin, voilà. Donc j'arrivais avec tous les éléments, donc il avait tout. Et donc du coup, ça allait très vite pour pouvoir passer au collège qui prend la décision. Moi, au regard des conséquences que j'avais, c'est-à-dire qu'à l'époque j'étais en fin de burn-out, non parce que le burn-out est toujours un peu là, mais parce que le burn-out c'est quelque chose qui peut durer 5-10 ans, hein, ça dure très très longtemps, mais à l'époque j'étais encore dans la vague forte, donc je savais que j'allais plus retourner travailler où j'en étais, enfin j'étais vraiment dans une phase de transition et je savais aussi ce qui m'avait amené au burn-out. Et donc j'étais dans une phase où il y avait un réel besoin, d'une aussi parce que moi j'avais proposé à l'INIR de fournir ma liste de tout mon travail thérapeutique, et je savais que ça dépassait largement les 60 000 €, c'est-à-dire le taux maximal de l'INIR. J'avais un tableur depuis le début de mon travail thérapeutique, et donc avec tous les montants, et donc je savais que à l'époque ça avoisinait les 78 000. Donc j'aurais dit je peux vous le fournir si vous voulez. En plus je suis un peu un obsessionnel moi parfois, donc ça j'avais tout, et voilà. Bon, et donc j'attendais pas forcément le maximum, mais j'attendais un montant significatif. Et en l'occurrence, la réponse qui m'a été faite alors plus tard, parce que j'ai eu plusieurs échanges, notamment avec Marie Dorin 1 an après, parce que moi du coup j'étais pas satisfait du montant financier, j'ai redemandé un passage du collège. Même mon référent n'a pas vraiment compris le montant en fait au regard de tout ce qui avait été évoqué, donc on s'est dit peut-être que quelque chose a été mal fait, ça a été resoumis au collège, on ne sait pas trop comment, le même montant est revenu, et on va dire que moi j'étais un peu dans une phase parfois dans la dimension des personnes abusées. Entendons-nous, je vais faire un cliché, je vais faire un raccourci pardon, mais parfois il y a des personnes qui vont être extrêmement véhémentes au point par exemple d'être peuvent avoir des postures qui peuvent être syndicalistes. J'ai rencontré beaucoup de personnes victimes dans l'abus sexuel de l'Église qui sont syndicalistes, c'est-à-dire dans le sens de on ne va pas m'abuser maintenant. Enfin, dans le sens de je vais m'assurer que les règles soient respectées. Enfin, voilà. Je donne un cliché volontairement, entendons-nous, c'est pas. Voilà. Et à la fois, il y a aussi des personnes qui peuvent être dans le cliché inverse, c'est-à-dire suradaptables, qui vont facilement dire oui à tout, qui vont facilement pas oser la ramener, tout ça. Moi, je suis un peu dans cette catégorie-là. Et donc, au lieu de poser carte sur table et de faire comme certains l'ont fait à l'INIR, et je ne donnerai pas de nom pour avoir plus haut, j'ai accepté sur le moment, mais en fait ça a été le montant était inacceptable pour moi. Et donc j'ai pu en reparler en revanche clairement. Alors, ça n'a pas changé les choses parce que le dossier était fermé, puis voilà, mais j'ai pu en reparler posément avec Marie Dorin. Et probablement que le dossier a été un peu accéléré parce que mon référent après coup m'a dit qu'il s'était dit que comme finalement j'avais pu en écrire un livre et que finalement j'avais réussi à travailler dans le monde du luxe, finalement je m'en étais plutôt bien tiré. Alors oui, c'est vrai, mais en même temps, à quel prix ? Voilà. Donc moi, j'estime que la réparation financière, non. De l'INIR, en tout cas chez moi, elle n'a pas réparé. Voilà. Elle a évidemment aidé au processus et à la reconversion que j'ai eue aujourd'hui. Mais et même si je fais partie du groupe témoin de l'INIR, enfin que j'ai fait partie du groupe témoin de l'INIR jusqu'à la semaine dernière, parce que j'ai vocation quand même à contribuer à ce que l'instance grandisse, ce que font les personnes victimes qui sont dans ce groupe témoin. Voilà, comme les voix libérées, parce que qui y sont aussi. Voilà, on a aussi vocation à faire grandir l'instance, à la faire évoluer.
Et heureusement, il y a plein de personnes qui estiment avoir été vraiment réparées. Moi, j'estime que ça n'a pas été mon cas. Pour autant, j'ai quand même utilisé ce montant aussi. Il a quand même contribué à ma reconversion. Donc, il a aussi contribué. Enfin, moi, en tout cas, j'avais aussi vocation à mettre ce montant dans justement cette dimension de transmission et de faire quelque chose de ce que j'avais vécu. Donc là, pour le coup, j'ai pu en faire quelque chose. Mais s'agissant du montant, voilà. Après, on est d'accord, c'est difficile. On ne peut pas estimer le montant des... Évidemment que je peux estimer le montant de mes séances de thérapie, mais en même temps, ce n'est pas ça qui va estimer le montant du préjudice. Le préjudice, il est bien plus grand que la séance de thérapie. Il y a toutes les conséquences qu'il y a pu y avoir sur la vie, qui sont durables, il est donc inestimable. En revanche, moi, j'aurais probablement plaidé pour un montant qui soit le même pour tous. Parce que justement, un élément qui est probablement, qui est mieux pris en compte maintenant. Moi, il faut imaginer que je suis passé en 2023. Les dossiers sont, a priori, des retours qu'on peut en avoir beaucoup, mieux gérés. En tout cas, sur 2024, 2025, même 2026, là, c'est beaucoup plus, les référents sont beaucoup mieux formés, notamment au psychotrauma, parce que je crois que Lorraine arrive à peu près dans cette période-là. Et donc, les référents sont beaucoup mieux sensibilisés à ces sujets, et donc sont probablement beaucoup mieux à l'écoute des conséquences. Et donc sont beaucoup mieux à l'écoute aussi des éléments qui peuvent être partagés pour les synthèses qui sont envoyées au collège. Ce qui n'était probablement pas le cas à l'époque. Enfin, ce qui n'était pas le cas d'ailleurs, parce qu'en l'occurrence, le référent que j'ai eu, que j'ai beaucoup apprécié, ne connaissait pas un traître mot du psychotrauma. Donc heureusement que moi j'arrivais avec un certain bagage là-dessus, parce que sinon je pense qu'il ne m'aurait posé aucune question sur ces sujets, quoi. Voilà. Et puis après, moi j'ai eu un certain nombre d'autres problèmes, c'est que la lettre de reconnaissance était erronée. J'ai demandé évidemment de la corriger, c'est-à-dire qu'en fait, il disait que j'avais été abusé par mon prof d'orgue, qui n'était pas mon prof d'orgue, en fait c'était le prêtre, mais il n'y avait aucun lien avec l'orgue. J'ai demandé de la recorriger, j'ai pas eu de nouvelles de l'INIR pendant 2 mois, il a fallu que je les relance, ils m'ont refait une correction qui était encore fausse, bref. Donc il y a eu aussi tout ça, moi, finalement, dans le processus, alors peut-être parce que je viens du monde du luxe, c'est que dans le luxe, on travaille beaucoup sur la dimension du service, mais pour moi... dans cette dimension-là encore, évidemment, on doit être dans un service qui est, de mon point de vue, irréprochable. Moi, ce que j'ai vécu, ça j'ai pu le dire à Marie, et c'est pour ça que c'était important, mon vécu de l'INIR n'a pas du tout été irréprochable. Rien n'a été fait correctement de bout en bout. Voilà. Mais pour autant, j'ai pu l'exprimer à Marie, et c'est aussi ça qui fait que c'est important pour moi, quoi. J'ai mis 1 an pour le faire, mais voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais... Oui, est-ce qu'il y a une question dans la salle? Je vois une intervention sur Internet. Merci beaucoup pour votre intervention qui théorise très bien tout ce que j'ai entendu jusque-là. Une question très personnelle, vous n'êtes pas obligé de répondre si c'est trop dérangeant. Mon frère, victime aujourd'hui, marié et père de famille, nous a souvent dit qu'il avait longtemps pensé être homosexuel après son agression. Est-ce que dans votre cas, vous faites le lien entre votre homosexualité et vos agressions? Autrement dit, est-ce qu'on pourrait généraliser cet état de fait? Question compliquée. Alors, en fait, c'est intéressant parce que c'est une question qui m'a été posée la semaine dernière à la CEF. Absolument. Et c'est une question à laquelle je réponds dans le second livre, sans y répondre. Mais parce que c'est une question qu'on m'a posée quasi à chaque conférence. Alors jamais ici, c'est la première fois qu'on me la pose ici. Donc je vais y répondre. Je vais vous donner mon avis, mais oui, non, c'est intéressant. La question m'a été posée la semaine dernière, par une personne à la CEF. Mais alors dans la dimension inverse, donc je vais pas donner l'identité de la personne, mais je crois me souvenir que cette personne a 2 frères qui sont en l'occurrence homosexuels. Et elle se pose la question s'ils n'ont pas été abusés au regard d'un certain nombre de choses. Voilà. Elle voulait savoir s'il y avait un lien entre les deux. Alors, déjà, premier point, non, on ne peut évidemment pas généraliser. C'est-à-dire que si on a été abusé ou agressé, selon le mot, mais voilà, on ne devient pas foncièrement homosexuel, et inversement, tous les homosexuels n'ont pas foncièrement été agressés, abusés. Pour autant, il y a quand même des recherches statistiques qui ont été faites sur le sujet. Alors, j'ai plus en tête les références là, mais il y a des recherches qui ont été faites qui effectivement questionnent ce sujet très clairement, en se disant mais quand même, voilà. Alors, il n'y a pas de lien de causalité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un élément déjà premier, c'est qu'on ne sait pas dire aujourd'hui si l'homosexualité est acquise ou innée. Enfin, on ne sait pas. Il y a des théories, mais en tout cas, il n'y a pas une théorie tranchée scientifique pour nous dire c'est ça absolument. Voilà. Je ne sais pas d'ailleurs s'il y a, peut-être même il y a les 2 cas, je ne saurais pas dire. Voilà. Et donc, du coup, il y a des études qui ont été faites qui ne tranchent pas, mais qui, en revanche, montrent quand même la prévalence de personnes abusées dans les personnes homosexuelles. Pour autant, il y a une prévalence, mais il n'y a pas heureusement pas de conclusion. Enfin, heureusement. Je pense que ce serait un raccourci de faire une conclusion sur le sujet.
En revanche, ce qu'on sait dire, c'est que... Enfin, ce qu'on sait dire. Et là, c'est aussi d'expérience psy qui a pu évoquer ce sujet-là. C'est que des personnes, et ça peut sembler... alors je vais essayer de l'exprimer de manière simple. Attendez, je vais essayer de remettre les choses, puis après je le reprendrai si jamais. Imaginons, on va prendre l'exemple d'un garçon qui a été abusé par un homme, par un homme ou par un autre garçon d'ailleurs, parfois mineur, pendant un certain temps. Enfin bref, voilà. Quelque chose qui est très violent. À l'âge adulte, on peut imaginer qu'il n'a pas du tout confiance dans sa manière d'être en relation. Et donc, aller en relation, lui en tant qu'homme, vers une femme, au regard de ce qu'il a vécu, ça peut être encore plus compliqué que d'aller vers un homme. Pourquoi ? Parce que vers un homme, même si ça a été violent ce qu'il a vécu, il connaît. Ça peut sembler, ça peut sembler irrationnel, mais c'est un élément qui ressort dans certaines études. C'est-à-dire qu'en fait, parfois, ils y vont parce qu'en fait, ils se disent, bon, ok, ça a été violent, mais au moins je connais, je sais comment ça marche, je sais comment c'est, quoi. Et ça m'évite d'aller vers l'autre sexe, quoi. Voilà. Il y a des hypothèses comme ça, mais il n'y a aucune conclusion qui a été faite. Et me concernant, j'avoue que je me suis jamais posé la question. Non, je me suis jamais vraiment posé la question. Alors, je me suis évidemment posé un peu en thérapie pour essayer de voir s'il y avait un lien potentiellement entre les deux ou pas. Et pour le coup, sur mon propre cas, j'ai jamais pu vraiment y poser de conclusion claire, quoi. Voilà. Et en fait, en même temps, ça me changerait pas la vie. C'est-à-dire que, ça changerait pas la vie. C'est-à-dire que, oui, ça changerait pas la vie dans la question de est-ce que finalement, parce que il faudrait pas non plus la poser dans le sens de et si on travaillait sur l'abus, est-ce que finalement la personne redeviendrait hétérosexuelle ? Parce qu'en fait derrière, faut imaginer qu'il peut y avoir cette question-là. Hein. Je ne parle pas de la personne qui a posé la question, mais je veux dire derrière, on pourrait imaginer ça. Moi, je ne pense pas que ce soit si simple que ça. Je pense qu'il y a plein de facteurs qui peuvent amener ça, voire peut-être que c'est inné. Enfin, voilà, je ne suis pas spécialiste pour le... Enfin, je suis pas spécialiste. En tout cas, je n'ai pas théorisé sur le sujet pour le savoir, mais en tout cas, c'est un raccourci que je ne fais pas. Voilà. Mais c'est effectivement quelque chose qu'on me pose souvent, et c'est aussi une discussion que j'ai eue avec François Jacolin. Parce que pour le coup, et pas que François Jacolin, je crois que même Marie Dorin m'a posé la question. Marie Dorin m'a posé la question, ce que je lui ai répondu. Je me souviens par mail avec des résultats, avec des éléments d'études, oui. Donc voilà, parce qu'elle savait que je suis assez libre pour en parler, donc elle m'avait posé la question. Parce que c'est quand même quelque chose comment je pourrais dire ? Alors, il n'y a pas de mesure statistique, mais c'est quand même quelque chose aussi qu'elle a vu d'assez présent. Et je lui dis oui, mais sans en faire une généralité, là encore, heureusement, voilà. Mais on peut se poser cette question-là de cette dimension aussi de sécurité, quoi. Et puis aussi parce qu'il y a parfois aussi une ambiguïté sur la figure, parce que parfois il y a aussi plein d'autres facteurs qui peuvent le faire, c'est que cette figure parfois d'homme qui a abusé, agressé sexuellement la personne a parfois été une figure de confiance, une figure aussi statutaire, tutélaire, et voilà. Est-ce que finalement à un moment donné cette figure elle reste, et puis c'est toujours ça qu'on recherche. Enfin, voilà, il y a plein de choses, et puis là c'est le processus thérapeutique qui peut éventuellement aider à affiner ou pas. Mais en même temps, si on n'est pas en souffrance avec ça, il n'y a pas forcément besoin de se poser la question. Je crois qu'on a tellement d'autres questions qu'on peut se poser thérapeutiquement que bon. Voilà. J'espère que ça répond à peu près. Merci Jérôme. Alors, il y a des questions dans la salle. Voilà. Oui, bonsoir. Vous parliez tout à l'heure du traumatisme vicariant, dont on a beaucoup entendu parler. Et moi, je me posais la question sur l'inverse. Parce qu'en fait, quand on dit qu'on est victime, ou même, je pense, quand on est victime tout court, il y a plein de gens qui viennent nous parler. Mais alors, au moment où ça se sait, où on commence à parler, enfin, moi, en l'occurrence, j'ai des dizaines de personnes qui sont venues me voir pour me le dire. Et en fait, moi, j'ai l'impression que ça contribue plutôt à la guérison de la personne qui écoute. Vous parliez de ça, voilà, comme du traumatisme, mais on parle pas on parle pas de est-ce que ça peut pas aussi apporter quelque chose dans le chemin. Et vous, votre chemin est quand même parlant sur le sujet. Est-ce que vous, au contraire, ça vous apporte pas de l'aide d'écouter les autres victimes? Et juste une autre question en 2 secondes. Vous avez parlé de travaux sur l'attachement de John et j'ai pas noté le nom. Comme vous l'avez proposé, je voulais vous demander si, selon vous, il y a des personnes qui ont un terreau plus favorable à être abusées.
Alors, déjà sur le traumatisme vicariant. Alors, donc, traumatisme vicariant, d'abord, c'est la dimension de l'écoute. Souvent, le traumatisme vicariant, on en parle beaucoup chez les personnes qui n'ont pas vécu ce trauma-là. Donc, c'est vraiment. Alors, je voudrais pas trahir, mais je crois que quand. En fait, c'est. Il y a quelques mois, voire peut-être 1 ou 2 ans, je ne sais plus, Lorraine Angenot avait fait un petit cours sur le sujet à l'INIR, et je crois qu'elle avait évoqué un sujet. Le problème, c'est que je ne voudrais pas trahir. Trahir, non, c'est pas grave, mais je ne me souviens plus avec exactitude de la scène, mais je vais donner un élément qu'elle a donné pour donner un exemple. C'est que elle dit que. Elle n'est pas donc personne victime, en tout cas, voilà. Et donc, elle en a écouté beaucoup, notamment dans le cadre de l'INIR, et puis aussi probablement dans ce qu'elle fait. Et elle nous racontait qu'une fois, elle s'est retrouvée à devoir aller après un office dans la sacristie pour parler au prêtre, je crois. Et d'un coup, c'est comme si elle voyait des scènes se passer dans la sacristie. Ça, c'est le traumatisme vicariant. C'est-à-dire qu'en fait, elle sait qu'elle n'a pas vécu ces scènes qu'elle a l'impression de voir dans l'espace, mais à force d'écoute, c'est comme si ces scènes se matérialisaient. Voilà. C'est un peu ça le traumatisme vicariant. C'est-à-dire c'est qu'à un moment donné, on vit des choses, et à un moment donné, on peut même presque se poser la question en disant mais est-ce que finalement je ne l'ai pas vécu, voilà, ou je n'ai pas une scène, ou voilà. Je ne sais pas si ça répond un peu plus déjà sur ce point-là. Et en revanche, sur la question de l'écoute, oui, bien évidemment, que l'écoute, ça peut aider. Moi, en tant qu'écoutant, en tant que thérapeute, je n'ai pas que des personnes qui viennent me voir sur ce sujet-là, loin de là. Mais en revanche, effectivement, je vois bien combien, certaines fois, l'histoire de la personne, et pas forcément sur ce sujet-là, vient résonner avec ma propre histoire. Par exemple, en ce moment, j'accompagne des personnes, j'en ai 4 ou 5 qui sont quand même des personnes en burn-out très, très fort. Bon, c'est intéressant parce que ça vient aussi parler de mon burn-out. Voilà. Donc, à un moment donné, c'est évidemment que ça peut être aidant. Ça peut être aidant dans le sens de se dire, de faire un pas de côté sur sa propre histoire, de se dire, bon, effectivement, cette étape-là, je l'ai passée. Voilà. Mais il y a toujours un élément qu'il faut porter attention, c'est que dans l'écoute, quelle qu'elle soit, c'est de ne pas mélanger son histoire avec celle de la personne. Et ça, c'est un point fondamental. Voilà. Et je terminerai sur le fait que, oui, le fait d'en parler peut aider. Typiquement, j'ai des personnes qui ont lu mon livre et qui m'ont écrit pour me dire voilà, cette fois j'ai décidé d'en parler à la suite de ce que vous avez écrit, ou inversement, j'ai aussi une des personnes qui a lu le manuscrit du premier, une proche dont je ne savais pas qu'elle avait vécu quoi que ce soit, m'a envoyé un mot à la fin du manuscrit en me disant je termine ton manuscrit et je suis au commissariat, je vais déposer plainte pour ce que j'ai vécu. Donc oui, il y a aussi des choses comme ça parfois, et c'est des cadeaux. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, si le manuscrit n'est pas édité, j'aurais au moins fait ça. Et voilà, bon. Et puis, parfois, je vais raconter une anecdote que c'est vrai que je n'évoque pas là, mais j'évoquerai dans la prochaine session, parce que c'est un élément que j'évoque dans le second livre, mais je vais quand même l'évoquer, c'est que en parler peut aussi faire bouger les lignes d'une autre manière. Cet été, c'est vrai que j'ai un élément que j'ai pas, puis comme il n'y a pas la question, je vais quand même en parler, mais cet été, j'ai reçu au début de l'été un mail qui avait pour objet pardon. Et c'était l'expéditrice en l'occurrence, était une mère d'un de mes agresseurs du collège. Et en fait, elle m'expliquait qu'elle relisait le livre pour la 2e fois, c'est-à-dire qu'elle l'a acheté à sa sortie, parce qu'elle mes parents n'habitent plus en Vendée, mais à l'époque, elle habitait, ils habitent à 100 mètres de chez mes parents, donc un endroit où je passais moi à chaque fois quand j'allais chez mes parents, voilà, je passais toujours devant. Et en fait, elle me dit voilà, je viens de relire pour la 2e fois ton livre, et je pense que mon fils fait partie des agresseurs, et si c'est le cas, je te demande pardon. Et là, c'était à quel point aussi, parfois, la parole peut aider à libérer d'autres choses. Enfin, à libérer, c'est facile à dire, mais dans la famille. Et là, ça a bougé beaucoup de lignes dans sa propre famille. Parce qu'en fait, elle m'a expliqué que depuis qu'elle a lu le livre la première fois, elle était sûre que son fils faisait partie des agresseurs. Voilà. Et elle l'a relu une 2e fois. Voilà. Et en l'occurrence, c'était l'intuition d'une mère. Donc moi, je me suis questionné en me disant, mais qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je lui dis la vérité ou pas ? Au risque d'ébranler la famille, au risque peut-être que ce garçon, enfin cet homme maintenant, qui a abusé de moi, me contacte. Enfin bon. Et en fait, je me suis dit à un moment donné, c'est l'intuition. En tout cas, ma vision était de dire c'est l'intuition d'une mère. Donc en fait, elle me pose la question, mais elle sait la réponse. Donc je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit que oui, son fils faisait partie des agresseurs. Et que oui, en l'occurrence, j'ai accepté son pardon parce que j'ai vraiment senti corporellement que j'étais prêt à accepter ce pardon d'une mère complètement démunie face à la situation.
voilà, à son fils, en l'occurrence, qui m'a pas contacté, voilà, cet agresseur. Je sais pas si je saurais le faire, ça pour le coup, voilà. Mais je donnais cet exemple-là parce que la transmission, le fait d'en parler parfois, fait bouger des lignes à des endroits où on n'imagine pas. Et ça, c'est un moment fort, que je partage du coup parce que j'ai réfléchi un peu plus sur le pardon, et voilà. Voilà, je pense que ça répond un petit peu, j'ai pris un peu à côté. Et puis, sur la question donc est-ce qu'il y a des profils de personnes qui peuvent être plus abusés que d'autres ou pas? Alors, là aussi, je vais faire attention parce que là aussi, je ne veux surtout pas généraliser. En revanche, on peut se rendre compte dans les témoignages de personnes qu'il y a un certain nombre de personnes qui peuvent être souvent des personnes qui sont un peu soit excentrées d'un groupe, un peu introverties, un peu timides, qui peuvent sembler un peu fragiles, qui peuvent sembler... Il y a pas que ça, mais il y a quand même, dans un certain nombre de relevés de personnes, de témoignages, il y a quand même beaucoup de personnes comme ça. Moi, typiquement, si je donne mon cas précis, j'étais effectivement extrêmement introverti quand j'étais petit. J'étais un peu fantasque, je pense, on peut le dire comme ça, un peu électron libre. J'avais... voilà, tout le monde était fan de sport, moi je faisais que de la musique, donc je passais mon temps, il faut imaginer, je passais mes nuits dans l'église à 10 ans en train de travailler l'orgue à la tribune et mes week-ends à la tribune, donc j'étais très seul, très introverti. Et j'étais dans une famille de taiseux, donc pas dans une famille où pas dans une famille où il y avait un manque d'amour, mais dans une famille où l'amour n'était pas exprimé. Pas du tout, c'est-à-dire que pas du tout, il n'y avait pas de dimension tactile, il n'y avait pas de dimension affective, il n'y avait pas, voilà. Je le dis parce que c'est quelque chose que j'évoque un peu dans le livre et puis que j'évoquais aussi avec mes parents, mais voilà, c'était parce que c'était la lignée, le reste de la famille était comme ça. Au-dessus de mes parents, il y a quand même pas mal de familles de gens qui vivent de la terre, dans la dureté, donc on se plaint pas, on parle pas, voilà. Et donc du coup, je me suis souvent posé la question de me dire, mais est-ce que finalement je suis pas allé chercher chez ce prêtre notamment de l'affection que j'avais pas dans ma famille? Évidemment que non, ce prêtre, et même si j'étais allé la chercher, ce prêtre aurait juste dû dire, en fait, il est mineur, juste, il se passe rien, mais bon, voilà. Mais évidemment, j'avais un peu le profil de quelqu'un un peu, Et puis, j'étais aussi souffre-douleur à l'école. Donc, du coup, il y avait aussi quelque chose un peu comme ça. Donc, un introverti, je disais pas. Et comme dans la famille, on disait rien, par définition, je disais rien en famille, en fait. Donc, j'étais vraiment un peu ce côté où muet. Donc, ça a pu, un peu chétif. J'étais en plus... un très maigre, petit, donc il y avait... Ouais. Là aussi, c'est pas de la généralité, mais en revanche, là aussi, quand on observe, on se rend bien compte qu'il y a parfois des contextes quand même qui se reproduisent, quoi. Et en revanche, entendons-nous, quand je dis ça, bien évidemment, ça ne veut pas dire que je suis fautif dans l'histoire. Évidemment, non, parce que faut pas le prendre dans un raccourci de... Je me suis questionné de ça à un moment donné. Je me suis dit, mais est-ce que finalement, j'ai pas moi créé les conditions pour que ça arrive ? Est-ce que j'ai pas cherché, est-ce que j'ai pas désiré ce prêtre? Je me suis aussi posé cette question-là. Quand on parlait dans dimension, et en l'occurrence, ça pourrait arriver ce genre de questionnement à l'adolescence. Ce serait mais pour autant, l'acte ne devrait juste pas arriver, en fait. Donc, en l'occurrence, la question, c'est les agresseurs derrière, quoi. Voilà. Je sais pas si ça répond un peu. Merci Jérôme. Alors il y a des questions sur Internet, je vais faire un peu droit. Il y a des choses auxquelles tu as répondu, mais je vais quand même reprendre une question. Serait-il possible de dire un mot des conséquences de la parole écoutée, mais sans qu'elle soit suivie des effets qu'elle était censée engendrer? Exemple, une personne victime qui écrit à un évêque qui ne prendra jamais la mesure qui aurait dû être. La cascade de double peine s'enchaîne. Selon vous, à qui revient la responsabilité de faire connaître le nom s'il y a lieu, afin de faire comprendre la limite du culte mémoriel du mis en cause? Oui, alors la dernière formule, je ne comprends pas très bien, mais on voit... voilà. Alors, je vais commencer par le culte mémoriel parce que c'est un élément qui est, là, si je prends l'exemple de l'enseignement catholique, par exemple, dans les pistes de travail de l'enseignement catholique, il y a beaucoup de choses. Il y a notamment un travail qui est fait sur la mémoire. Alors, évidemment, sur la mémoire de ne pas oublier le passé, mais aussi sur la mémoire de qu'est-ce qu'on fait des plaques à l'effigie des agresseurs qu'il y a devant un certain nombre d'établissements. Alors, je parle d'enseignement scolaire, mais il n'y a pas que ça pour les établissements scolaires, il y a ça pour... voilà. Qu'est-ce qu'on en fait de ces plaques-là? Effectivement, et du culte, parfois, qu'on voue. On voue à ces personnes-là alors qu'elles ont été agresseurs. Ça, c'est un vrai... de mon point de vue, il n'y a pas de débat pour enlever les plaques.
Enfin, voilà. Et en revanche, c'est de quelle manière on le fait, et de quelle manière on explique aussi, parce qu'enlever la plaque, c'est bien, mais je pense que c'est important. Pour moi, c'est important de pas juste l'enlever et de rien faire derrière. Pour moi, c'est important de l'enlever, puis peut-être d'en rajouter une pour expliquer pourquoi elle a été enlevée. Je pense qu'à un moment donné, c'est aussi ça, faire parole et donner le message. C'est-à-dire qu'à un moment, de mon point de vue, c'est pas assez. Et après, je pourrais laisser Catherine peut-être parce qu'elle travaille beaucoup sur la mémoire, en répondre peut-être mieux que moi, mais moi, dans ma dimension du culte, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, si on enlève une plaque parce que finalement on découvre quelque chose, c'est important de donner du sens au truc, pas juste enlever la plaque et se dire on va enlever la plaque, personne ne se rendra compte de rien. Parce qu'à un moment, c'est un peu trop facile, quoi. Je trouve. Alors, ouais. Non, oui. Ça, oui. Ouais. Là-dessus, malheureusement, alors sur les œuvres, sur Rupnik notamment, c'est compliqué. Aujourd'hui, moi personnellement, j'ai pas de réponse. Comment je pourrais dire, drastique sur le sujet, parce qu'en fait, le truc, c'est qu'effectivement, je reconnais ce qu'il a fait, et à la fois, je reconnais ce qu'il a fait, les actes qu'il a commis, et à la fois, j'aime plutôt bien ce qu'il a fait à Lourdes notamment, et j'aurais pas forcément envie de voir disparaître ces œuvres-là. Mais voilà, après, ça, c'est ma réponse personnelle et l'engage que moi, c'est que voilà, je connais le lieu comme ça, je trouve que ces œuvres, elles me parlent en tout cas, ces œuvres-là. Voilà. Après, peut-être quand même informer de qui est l'auteur, et peut-être informer de son histoire aussi, pour aussi se dire, il a fait ces œuvres-là, mais il n'y a pas que ça dans son histoire. Peut-être, voilà. Après, je comprends aussi les personnes qui souhaitent l'enlever parce que ça devient insupportable pour elles que ce soit affiché, je le comprends pleinement, voilà. Moi, je suis pas forcément de cette école-là parce qu'aujourd'hui, j'ai une autre vision de ces plaques-là, mais peut-être aussi parce que je me suis suffisamment distancié de ce que j'ai vécu pour pouvoir le voir comme ça, mais je comprends complètement qu'on puisse se dire non, mais en fait, on les enlève aussi. Voilà. Et puis, il y avait quand même une question sur la parole. Ouais. La double peine, effectivement, la parole des évêques. Alors oui, là aussi, j'ai eu de la chance, dans ce que j'ai vécu, d'avoir des hommes d'église qui ont eu beaucoup d'écoute, que ce soit le moine à Solesmes, que ce soit François Jacolin à Luçon, l'évêque maintenant émérite de Luçon. Et donc j'ai eu des personnes qui ont été dans l'écoute, qui m'ont cru et qui ont aussi posé des actes. En l'occurrence, l'évêque de Luçon, il a fait des recherches. Voilà. Donc j'ai eu cette chance-là, entre guillemets. En revanche, effectivement, la problématique, c'est qu'il y a un certain nombre d'évêques qui ne le font pas. Et aujourd'hui, la seule manière de faire bouger les évêques, malheureusement, ou de les amener à prendre leurs responsabilités quand ils veulent la prendre, parce que même ça, ils ne la prennent pas toujours, c'est de contacter la presse, parce que malheureusement, il n'y a que ça qui fait bouger aujourd'hui. Et encore, la presse commence à se fatiguer un peu de ces sujets-là quand même, je pense que de plus en plus, malheureusement. Après, à un moment, je comprends aussi qu'on se lasse un peu de ces sujets-là. Mais c'est effectivement la double peine quand l'évêque n'écoute pas. Et après, la problématique aussi qu'il y a là-dessus, c'est que la conférence des évêques de France fait pas mal de choses, mais là aussi, le problématique de... On a une direction à Paris, la conférence des évêques de France, mais qui finalement n'est pas, comment je pourrais dire, si on parlait en mot d'entreprise, n'est pas le manager direct de ces évêques. Donc ils font ce qu'ils veulent. Entre guillemets. Donc il y en a qui font très bien les choses. Voilà. Et là encore, François Jacolin est un exemple en la matière. Et il n'est pas le seul, mais quand même, je pense que d'avoir mis une plaque dans la cathédrale avant même la remise du rapport Sauvé, je pense que c'était quand même, il était quand même le premier. Donc c'est quand même quelqu'un qui a un exemple. Il a même été exemplaire jusqu'au bout. Pour vous donner un ordre d'idée, il est parti, il a quitté la Vendée fin novembre, début décembre. Et en fait, il y avait une messe de clôture un dimanche. Et il avait convié un autre jour toutes les personnes victimes qui souhaitaient dans un autre lieu pour un pot de départ. Et je crois que réellement, il a été exemplaire jusqu'au bout. C'est-à-dire de se dire les personnes victimes qui peut-être ont eu de la sympathie avec moi, vont pas forcément venir me voir à l'église, à la cathédrale, parce que pour elles, ça peut être insupportable de rentrer dans la cathédrale. Donc je vais les recevoir ailleurs et on va faire un pot et il n'y aura rien de religieux là-dedans. Voilà. Ça, typiquement, voilà. Mais ils ne sont pas tous exemplaires comme ça. Donc ouais, mais c'est malheureux. Je pense que malheureusement, à part la presse, mais effectivement, ils ont la responsabilité normalement de le faire. Mais voilà. Ils font bien ce qu'ils veulent, et c'est un peu le problème malheureusement. Bientôt arrêté. Peut-être une question là, et il y en a une sur Internet. Alors il y a des remarques qui sont qui vont dans ton sens et beaucoup de merci. Alors je te les retransmets. Mais voilà. Donc, une question dans la salle, une question sur Internet.
Merci Jérôme. J'aurais une question en ayant écouté et reçu pas mal de personnes victimes. La question de l'accès à l'intimité, à la connaissance de la personne par le biais du confessionnal, est-ce que c'est quelque chose que toi tu as vu de façon significative ou pas plus que d'autres méthodes pour cerner aussi l'espace, l'intimité de la personne, son environnement, ce qu'elle a, enfin pouvoir faire intrusion dans sa vie. Ton expérience d'accompagnateur t'a permis de dire le confessionnal est une porte ouverte à faire intrusion dans la vie de la personne pour mieux la saisir, avoir du pouvoir. Ça m'est peu arrivé d'avoir besoin de le dire, mais oui, ça m'est arrivé de le dire. Ça m'est arrivé de le dire, et notamment, j'ai une personne victime en tête, notamment une femme qui a une cinquantaine d'années, que je suis en thérapie, qui est venue me voir parce que je suis intervenu en novembre dernier au Congrès Mission sur le sujet des violences sexuelles. Et voilà, elle a souhaité être suivie en thérapie par moi. Et en fait, elle est arrivée et à la première séance, donc il faut imaginer, elle a vécu ça quand elle était enfant. Elle a une cinquantaine d'années, donc elle est mariée, elle a des enfants. Rien dans sa vie ne fonctionne, enfin en tout cas, rien dans sa vie ne va bien, que ce soit ses problématiques de santé, sa vie de couple, sa vie sexuelle, sa vie intime, sa vie avec ses enfants, enfin bref. La famille le sait, mais ne veut pas en entendre parler. Et elle est dans une famille extrêmement croyante. Et en fait, le problème, je ne vais pas forcément le dire comme ça, mais en tout cas, le contexte, c'est qu'en plus d'être dans un contexte comme celui-là, elle ne va que dans des groupes religieux. Donc en fait, c'est hobby, c'est loisir, on pourrait dire, quand elle ne travaille pas, c'est que des groupes de différentes communautés, voilà, ou le groupe de sa paroisse, et ça, bref. Et donc en fait, autour d'elle, les seuls mots qui sont là, c'est la confession et le pardon. Et donc, elle est arrivée me voir à 55 ans en me disant « Je viens vous voir parce que je n'arrive pas à pardonner ». Et donc, alors bon, déjà, moi, je ne suis pas accompagnant spirituel, donc déjà, je ne suis pas là pour répondre à cette question. Mais donc, voilà, évidemment, c'est bien de remettre le rôle. C'est qu'en tant que thérapeute, on n'est surtout pas accompagnant spirituel. Si tant est que c'est un sujet spirituel, parce que là encore, de l'autre côté de l'Atlantique, ça peut être, il y a des thérapies autour du pardon et qui sont, alors, qui n'ont rien à voir avec la religion, hein, mais qui sont très efficaces pour les traumatismes. Je ne l'ai pas marqué là, mais la thérapie par le pardon, voilà, et je crois d'ailleurs que Lorraine prépare des choses sur le sujet, voilà, pour des vidéos avec Loyola, je crois. Voilà. Mais elle est venue me voir avec ce sujet-là. Et en fait, son obsession à chaque fois en thérapie, c'était ça. Et donc avec elle, je suis en train de déconstruire. Et ça marche plutôt bien en ce moment, de dire, en fait, le pardon, déjà, on va laisser à la porte. Je comprends le sujet, je comprends l'importance de ce sujet, mais en fait, là, le sujet, c'est pas de savoir si je peux pardonner ou pas. Le sujet, c'est de savoir déjà si je peux me reconstruire et déjà de partager, de parler de mon histoire. Et déjà, ça lui enlevait un poids. Parce qu'en fait, elle me dit, mais en fait, toute cette injonction autour de moi, j'avais que des gens qui me disaient, mais pardonne, et dès que tu auras pardonné, tout ira bien, tu n'auras plus de problème. Alors non. Enfin non. En tout cas, c'est pas ma vision des choses. Je ne partage pas cette vision. Voilà, et je lui ai dit, si à un moment donné, vous avez envie de pardonner, c'est OK. Mais en fait, on va déjà travailler à votre reconstruction. Parce que ça me semble plus essentiel que le pardon, là, tout de suite. Et donc, je travaille à déconstruire cet élément-là avec elle et la faire cheminer là-dessus. Et il y avait aussi beaucoup cette dimension de la confession. C'est qu'elle allait aussi très souvent en confession. Et il y avait vraiment pareil. C'est-à-dire que, en fait, ce qui se passait, c'est que ça dérivait sur ce sujet. C'est pour ça que j'ai parlé du pardon. C'est qu'en l'occurrence, quand elle allait à la confession, le prêtre dérivait toujours sur ce sujet en disant non mais tous ces problèmes ou tous ces éléments que vous me racontez, mais ils sont liés au fait que vous n'ayez pas pardonné à votre agresseur. Et là en fait, pour moi c'est inentendable en fait. Voilà. Donc là typiquement je lui dis mais, on va sortir de tout ça parce que, en tout cas voilà, pour prendre le temps de travailler sur vous et rien que sur vous quoi. Et si vous savez pas pardonner, si vous n'avez pas envie de pardonner, si vous ne pouvez pas pardonner, c'est ok. Typiquement je vais donner l'exemple. Moi c'est une question que j'ai abordée avec le moine quand j'étais à Solesmes. Une deuxième fois, à la fin de l'écriture du livre. Je lui ai demandé, j'avais envie d'écrire quelque chose sur le pardon, alors j'ai changé au fil des années après coup, mais en lui disant, mais est-ce que il faut que je pardonne ou pas ? C'était une vraie question pour moi. Et en fait, lui m'a dit, mais moi, en fait, j'ai pas vécu ce que tu as vécu, donc je serais bien incapable de te dire s'il faut pardonner ou pas. Ce qui était quand même une réponse
Moi, je ne m'attendais pas à cette réponse, vraiment, surtout d'un moine. Enfin, voilà. Et je trouvais cette réponse extrêmement touchante. Et il m'a dit, je ne pourrais pas me le dire à ta place. Et surtout, il m'a dit, peut-être que si je l'avais vécu, je serais incapable de pardonner. Et ce serait OK. Et je crois que quand je lui ai parlé, je lui ai donné cet exemple-là. C'est rare, évidemment, mais parfois, en fait, je suis dans une thérapie où, évidemment, on sépare bien les choses, mais parfois, d'amener des éléments de sa propre histoire, ça peut faire sens pour la personne, ça peut vraiment lui permettre de faire un chemin. Et vraiment, quand je lui ai évoqué ça, ça lui a vraiment permis de commencer un chemin thérapeutique. Alors, on n'a pas fini, hein, le chemin il va être long, et voilà, puis on verra. Mais, voilà, et vraiment d'enlever ce sujet-là. Donc, sur la confession, finalement, j'ai eu peu de fois le sujet. Je l'ai vraiment eu avec elle, quoi. Mais sinon, je l'ai peu eu, quoi. C'est pour ça que j'ai dérivé un peu sur le pardon, parce que voilà, il faisait sens avec elle et je trouvais que c'était important aussi d'en parler. Merci. La dernière question. Merci beaucoup pour votre témoignage. Puis-je vous demander si vous auriez souhaité que votre agresseur se rende compte du mal qu'il vous a fait, un peu dans le sens des démarches de justice restaurative. Alors, je pense que oui, quand même. J'aurais aimé, et à la fois, au regard de de l'état dans lequel il était psychiquement à l'époque, je ne suis pas certain qu'il se serait rendu compte de quoi que ce soit. Donc, je ne sais pas si ça aurait vraiment été aidant pour moi, au sens où, il était à l'époque, pour donner un peu d'éléments, il était sous antidépresseurs, sous anxiolytiques, mais il en avait 3 ou 4 différents de chaque. Il y avait tout un tas de choses. Il avait fait plusieurs cures de désintoxication sur différentes choses. Bref, il était très malade psychiquement, ce qui n'excuse en rien ses faits. Mais je pense que, très clairement, moi qui maintenant suis thérapeute, je ne sais pas à quel point il avait suffisamment de discernement pour se rendre compte de ce qu'il faisait. C'est-à-dire, est-ce qu'il le faisait sciemment ou pas ? Ce qui n'excuse pas, là encore, parce que c'est le problème aussi, hein, quand on aborde le discernement. On le voit bien dans les procès aujourd'hui. S'il n'y a pas de discernement, donc du coup, il y a des peines qui sont moins lourdes, tout ça. Alors, c'est pas pour cet aspect-là, mais c'est que réellement, l'état dans lequel il était, je ne sais pas à quel point il aurait compris ou pas ses actes. Voilà. En revanche, pour le coup, si à un moment donné se passait quelque chose avec les camarades de classe qui, eux, sont encore en vie, en tout cas de ce que j'en sais, oui, ça m'intéresserait d'en parler. Avec eux, ça, oui. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire, oui. Enfin, ça, j'aimerais faire. Si c'est un jour ça se produit, en tout cas, je ne serai pas contre ce process-là. Ça, c'est sûr. Voilà. Avec le prêtre, c'est difficile à répondre. Il est décédé en 2009. C'est difficile, je pense, de répondre à cette question tant qu'on n'a pas pu être confronté réellement à la question. C'est-à-dire que là, forcément, je l'imagine. Mais s'il était vivant, peut-être je me poserais la question, la réponse serait différente à la question. Mais je me pose vraiment la question de son état psychique et de savoir vraiment s'il se rendrait compte, si ça servirait à quelque chose, quoi. Pour lui comme pour moi, quoi. Peut-être pour moi, ça m'aurait libéré de dire, c'est dit, et puis je le mets à distance, mais bon, c'est difficile à dire, quoi. Nous allons nous arrêter là. Merci beaucoup, Jérôme. Merci. Merci de ton apport, merci de tes questions, merci de ta vérité, ta touchante réactivité sur les questions. Merci beaucoup, c'est important pour tout le monde. Et je te redis les merci qu'il y a sur le net. Voilà. Bonne soirée à tous et à bientôt.